Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre émission toujours 100% sans filtre mais avec de l'humeur et des infos bien évidemment. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Et on va commencer avec Donald Trump qui peut-être est prêt à éliminer le guide suprême iranien. En tout cas, le président américain lui a mis clairement une cible dans le dos hier en déclarant qu'Ali Khamenei avait, je cite, du souci à se faire. Pression maximale des États-Unis à la veille de l'ouverture des négociations entre les Américains et les Iraniens. Tiens d'ailleurs, une question, ce sera quoi l'ordre du jour de ces discussions demain? Parce que l'Iran laisse entendre qu'il ne sera question que du nucléaire. Et la répression, alors que Donald Trump, on le sait, avait promis d'aider les manifestants. Qu'en est-il? Est-ce que les États-Unis pourront mettre cette question sur la table? C'est toute la question qu'on se posera aujourd'hui. Et puis nous allons en Gironde aujourd'hui pour une affaire étrange d'espionnage. 4 ressortissants chinois présentés à un juge d'instruction. Que se passait-il? Eh bien, dans le petit pavillon qu'ils louaient, dans une petite commune de Gironde, ils avaient installé une parabole de plus de 2 mètres de diamètre, quand même assez visible. Et à chaque fois qu'ils envoyaient des informations, qu'ils réussissaient à capter des informations de nature militaire, eh bien ça brouillait littéralement le Wi-Fi, l'Internet de tout le village. C'est comme ça qu'ils se sont fait repérer. Il s'agissait bien apparemment de transmettre des informations de nature militaire qu'ils aspiraient et communiquaient à la Chine, mesdames, messieurs. Et puis les Français sont-ils totalement inconscients quand ils vont chez le médecin, à l'hôpital ou à la pharmacie? C'est ce qu'affirme en tout cas l'Institut Montaigne qui appelle à responsabiliser les citoyens sur le vrai coût de la santé en France. Un député sera notre invité. Alors lui vient de sortir un livre et il en est persuadé, si on ne fait rien, eh bien sachez que la sécurité sociale c'est terminé. Terminé pour tout le monde. Il donne même une date, le 6 octobre 2027. C'est extrêmement précis, il nous expliquera pourquoi. Autrement dit, c'est demain quand même, 2027. Oui, ça veut dire que selon ce député, il nous reste 1 an de sécu. C'est tout à peu près. Oui, bon. Donc il y a intérêt à changer des choses. Selon lui, il sera notre invité. On l'écoutera. Brunet sans filtre, c'est parti. Et à la une de l'actualité, les nouvelles menaces de Donald Trump. Mais cette fois, le président américain va plus loin. Dans son viseur, eh bien, il y a une cible. Et cette cible, c'est le guide suprême. Écoutez, Donald Trump, c'était hier soir. Le guide suprême iranien devrait se faire du souci, beaucoup de soucis. Comme vous le savez, nous négocions avec les Iraniens. Ils envisageaient de lancer un nouveau site nucléaire dans une autre partie du pays. Nous l'avons appris et j'ai dit, si vous faites ça, nous vous ferons très mal. Alors, quelles conséquences sur le terrain? Nous avons une équipe dans la région, à Oman précisément. Matteo Schiaravino et Bodan Budka, bonjour à tous les deux. C'est un changement de ton de la part des États-Unis. Donald Trump met une pression maximale alors que les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran doivent commencer demain. Exactement, le président américain qui montre les muscles après les nombreuses provocations de Téhéran. On pense notamment à ce drone Shahed qui se serait approché de manière très agressive de l'USS Abraham Lincoln qui est toujours actuellement dans la mer d'Arabie que vous voyez juste derrière moi, tout proche du détroit d'Ormuz. Il a donc été éliminé ce drone par un F-35, un avion furtif américain. On pense également à ces photos publiées par l'agence Fars affiliée aux gardiens de la Révolution, le bras armé du régime iranien. Ces photos satellites de bases aériennes et militaires américaines, dont celle à 30 km au sud d'Abu Dhabi, ici aux Émirats Arabes Unis, qui abrite des militaires français. Ces provocations qui amènent donc Donald Trump, vous l'avez dit, à hausser le ton et à menacer l'ayatollah Khamenei. Il doit s'inquiéter. Alors, est-ce que ça laisse présager des frappes? Peut-être, en tout cas les alliés américains dans la région y seraient très défavorables, notamment les Émirats Arabes Unis qui refusent que des frappes soient lancées de leur territoire. Merci beaucoup Matteo avec Bodan Budka. Et puis dans le même temps, vous le savez qu'il y a des négociations en cours sur la guerre en Ukraine, donc entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains. Eh bien l'un des émissaires américains, Steve Witkoff, vient de l'annoncer. Il va y avoir un nouvel échange de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens. C'est une première en 5 mois, donc c'est une petite avancée dans ces pourparlers qui ont lieu en ce moment à Abu Dhabi. Retour en France, le collégien, mesdames, messieurs, de 14 ans qui a gravement poignardé sa professeure à Sanary, dans le département du Var, vous vous en souvenez. Eh bien, ce collégien va être présenté à un juge. Il devrait être mis en examen. Et hier, le collégien a expliqué aux enquêteurs qu'il avait la haine. Il avait la haine contre son enseignante. La victime, on le rappelle, est toujours dans un état préoccupant. Sa famille a même fait savoir que son pronostic vital est toujours engagé.
Et puis, près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, une adolescente a violemment été agressée par 2 autres adolescentes. Ça s'est passé juste à la sortie des cours, une agression. Vous le voyez filmé, vidéo ensuite partagée sur les réseaux sociaux. Et c'est la famille de la victime qui a voulu que ce soit médiatisé. C'est pour ça qu'on vous les montre. Évidemment, c'est flouté parce que c'est extrêmement violent. On y voit la victime qui a perdu connaissance. Ses parents, d'ailleurs, les parents de cette jeune adolescente ont porté plainte. Dans l'actualité toujours, également le couple Moretti qui sort du silence. Vous le savez, il s'agit de Jacques et de Jessica Moretti, propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana, ce bar qui a brûlé dans la nuit du Nouvel An. Eh bien, le couple Moretti a écrit une lettre à ses employés. Et Marie Belot est avec nous de notre service police-justice pour en savoir davantage. Marie, que disent-ils dans cette lettre ? C'est une lettre de 2 pages. Pour rompre le silence, disent-ils, nous nous devons d'apaiser votre douleur. Ils expliquent qu'en raison de l'enquête, ils n'ont pas pu s'adresser à eux avant, à cause des soupçons de collusion, de pression sur les témoins. Nous aurions tellement eu besoin d'être avec vous, avec vos proches, soulager votre souffrance, commémorer, être ensemble. Jacques et Jessica Moretti, lors d'une audition face à la justice, auraient évoqué la responsabilité d'un salarié qui aurait fermé la porte de la sortie de secours, ce qu'il a réfuté. Dans leur courrier, ils disent ceci. Vous étiez nos protégés, vous l'êtes toujours. Nous portons cette responsabilité sans chercher d'aucune façon à nous déporter sur vous. Le couple répond aussi à une rumeur ignoble, disent-ils, la fuite des lieux, la caisse sous le bras, alors que non, nous étions là à faire face au chaos avec vous. Ils finissent ainsi. Nous ne vous abandonnerons pas. Nos vœux vous accompagnent pour une rapide guérison. Nous venons d'avoir à l'instant un avocat de 2 anciens salariés français, dont un est toujours hospitalisé dans un état grave. Il nous parle d'une lettre insincère, d'une stratégie de défense du couple Moretti qui veut se montrer humain juste avant son audition prévue la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. On va vous parler politique maintenant avec un nouveau candidat pour l'élection présidentielle de 2027. C'est Jérôme Guedj qui s'est déclaré officiellement. C'était tôt ce matin, mais il refuse, dit-il, de passer par la primaire de la gauche. Il y a un espace pour une tonitruance socialiste, a-t-il déclaré, et il veut incarner le courage de la nuance, marquant ainsi évidemment sa volonté de rupture par rapport à la France insoumise. Et puis nous avons, mesdames, messieurs, des images de la fameuse couronne de l'impératrice Eugénie. Vous le savez, cette couronne qu'avaient laissé tomber les cambrioleurs du Louvre. Alors regardez, cette couronne de l'impératrice Eugénie est très endommagée dans leur fuite. Les cambrioleurs l'avaient laissée tomber. Elle est totalement écrasée, elle est déformée, mais elle a conservé quasiment toute son intégrité. C'est ça l'information importante. Donc le musée du Louvre a fait savoir qu'elle va pouvoir donc désormais être totalement restaurée à l'identique. Et puis, enfin, le retour de Tom Félix en France. C'était ce matin, peu avant 7h à l'aéroport de Roissy. Après un calvaire de plus de 2 ans en Malaisie, le Français de 34 ans, accusé de trafic de drogue et qui risquait la peine de mort, a totalement été innocenté cette semaine. La Malaisie m'a volé 909 jours de ma vie, a-t-il déclaré ce matin. À son arrivée, donc, fatigué mais heureux. La Malaisie m'a volé 909 jours de ma vie. Aucun système judiciaire ne devrait prendre autant de temps pour prouver l'innocence d'une personne. La cour criminelle d'Alostar m'a acquitté le mardi 3 février dans un jugement clair, sans ambiguïté, sans réserve. Je n'ai jamais trafiqué de drogue. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce journal, mais restez avec nous parce que maintenant les choses sérieuses commencent. On va parler de politique française, de la sécurité sociale, une partie passionnante aujourd'hui de Brunet-sans-filtre. On va également partir en Iran dans un instant parce qu'on a vu des images dingues. Quand on vous parlait de la sauvagerie de ces journées du 8 et 9 novembre, on a des images avec des voitures de policiers qui foncent dans la foule, des étudiants, enfin tout ça est assez déconcertant et plus que troublant, même c'est horrible. Nous parlerons également sur le plan politique des menaces exercées par Donald Trump sur le guide suprême et sur la vie du guide suprême. Intéressant, restez avec nous, à tout de suite. Bonjour Magali Lunel, vous allez bien ? Oui, très bien. Bon, bonjour à Grégory Phillips. Bonjour Grégory. On commence à décrypter, à parler
on a appris à parler le Poutine pendant des années, et maintenant on apprend à parler le Donald Trump. Je me souviens, Grégory Phillips, de ces spécialistes qu'il y avait au journal de 20h, de TF1, de France 2. On les baptisait les kremlinologues. C'était les spécialistes de Kremlin. Ils parlaient la langue soviétoïde. Ils étaient capables de parler le soviétique. Il y avait Ulysse Gosset à l'époque sur TF1. Il y avait Georges Bortoli sur France 2. C'était les kremlinologues. Ouais. Nous, on est des Trumpologues maintenant. On commence à bien parler de Donald Trump. C'est le deuxième mandat. Ouais, c'est le deuxième mandat. Un peu d'entraînement. Voilà, on est devenus, mesdames, messieurs, Trumpologues, certificat, diplôme de Trumpologie. Et on peut vous dire que là, ça sent les négociations parce que Trump appuie très fort. Grosse pression sur l'ayatollah Khamenei, grosse pression sur les Iraniens. Et il a même, Magali Lunel, laissé entendre qu'il pourrait s'en prendre très vite, attaquer à la personne, peut-être même tuer l'ayatollah Khamenei. Oui, c'est vrai que Donald Trump, il parle de l'Iran tous les jours dans ses interviews, dans ses interventions, où il met la pression à chaque fois sur le régime iranien. Et cette fois-ci, on peut dire les choses comme elles sont, puisqu'on parle de Trump, en tout cas. Il met une cible dans le dos du guide suprême iranien. Écoutez. Le guide suprême iranien devrait se faire du souci, beaucoup de soucis. Comme vous le savez, nous négocions avec les Iraniens. Ils envisageaient de lancer un nouveau site nucléaire dans une autre partie du pays. Nous l'avons appris et j'ai dit, si vous faites ça, nous vous ferons très mal. Il devrait se faire beaucoup de soucis. D'abord, un mot d'analyse. Grégory, pression maximale, pas à n'importe quel moment. Oui. À la veille de négociations. À la veille de ces négociations, dont hier soir on pensait qu'elles étaient en train de capoter. C'est ce que la presse américaine affirmait en tout cas. Visiblement, elles ont été rebranchées et le rendez-vous est fixé demain matin à 10h au Sultanat d'Oman, capitale Mascate, entre les Iraniens et les Américains. Les Iraniens représentés normalement. Je mets beaucoup de conditionnels parce que tout ça est extrêmement fragile évidemment, par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, et les Américains normalement, si ces discussions ont bien lieu, par Steve Witkoff et Jared Kushner, les deux négociateurs en chef de Trump. Source d'espoir, en deux mots, on va passer la parole à Nivine qui a des choses très importantes à nous dire, mais Didier Edjadi, vous le réfugié politique iranien, vous la sentez comment cette phase qui est en train de s'amorcer, ces négociations qui sont en train de s'amorcer? Comme on est en train de voir depuis quelques jours, il y a beaucoup de changements, de zigzags, etc. Et d'ailleurs, on peut s'interroger pourquoi. Et le régime iranien a changé effectivement la Turquie, il a abandonné pour aller vers Oman. Oui, parce que les négociations devaient se dérouler en Turquie, à Ankara. Finalement, ça va parce que à Oman, effectivement, il trouve un climat un peu moins hostile, si vous voulez, car traditionnellement, ce pays-là, y compris à l'époque du Shah, également, avait de bonnes relations amicales, et aussi avec la République islamique. Donc, malgré tous ces changements-là, il faut attendre encore à ce qu'il y ait d'autres changements, et même s'ils vont se réunir, à mon avis, ça va pas très loin, c'est parce qu'il y a toujours le risque qu'on se retrouve dans l'impasse de la négociation. Est-ce que l'ayatollah Khamenei a du souci? Comment faut-il prononcer? Moi je dirais Khomeini. Non. Khamenei, voilà. Non, c'était Khomeini, le grand dictateur, le premier, et celui-là, c'est Khamenei. Voilà. Bon, l'ayatollah Khamenei a-t-il du souci à se faire, Nivine Potros? Bien, oui, très clairement. D'ailleurs, ces apparitions publiques sont de plus en plus rares. 2 apparitions publiques en à peine un mois. Le reste du temps, le guide suprême iranien, il se cache dans son complexe ultra sécurisé du centre de Téhéran, Beit Rabari, une résidence officielle qu'il quitte désormais régulièrement pour rejoindre le quartier de Lavidzan, une quinzaine de kilomètres de là, un quartier qui est aux mains des gardiens de la Révolution. Ils y ont installé tout leur complexe militaire, et dans ce quartier se trouve le bunker ultra fortifié de Khamenei, un bunker qui est situé à 90 voire 100 mètres sous terre, protégé en surface par des systèmes anti-bombes, par des systèmes de défense anti-aériens. Cet abri, il a été conçu pour que ses occupants puissent y rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le tout en parfaite
parfaite autonomie grâce à un système électrique autonome, grâce à un système d'air filtré. À l'intérieur, il y a une ligne téléphonique sécurisée, mais surtout un système de communication et de tunnels avec d'autres bunkers, une ville sous la ville, selon Raphaël Jérusalemi, ancien officier du Mossad. Écoutez-le. Ces bunkers, c'est un réseau de tunnels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits fortifiés sous terre, reliés par des tunnels. Les forces spéciales qui viendront devront venir avec des machines à découper l'acier. C'est presque une petite ville, hein. C'est pas juste un bunker ponctuel, isolé. Donc c'est quand même si avec des forces spéciales, il faut se déplacer. Alors lorsqu'il n'est pas dans ce... J'observe, pardonnez-moi, hein, mais j'observe quand même que, et je le dis sans humour, il y a une vraie culture du tunnel. Il y a une vraie culture du tunnel chez la République islamique d'Iran et dans les proxys, ça a été déjà évoqué 10 fois, le Hamas, le Hezbollah. Dans la bande de Gaza, bien évidemment. Une vraie culture des tunnels parce que c'est très efficace, tout simplement parce qu'ils peuvent s'y cacher très aisément. Lorsque Ali Khamenei n'est pas dans ce bunker, eh bien, il change constamment ses positions. Pourquoi ? Pour ne pas être repéré par les agents du Mossad et du CIA qui se trouvent dans le pays. Il ne communique que par l'intermédiaire de conseillers de confiance, toujours pour rendre sa localisation très difficile. Il a d'ailleurs confié les rênes du pouvoir à ses 2 fils. Il a déjà sélectionné toute une série de remplaçants au sein de sa hiérarchie militaire. Il a même sélectionné les candidats à sa succession parce qu'il le sait, il est menacé. Il sait très bien que les Américains et les Israéliens ne manqueront pas une nouvelle occasion de l'éliminer. En juin dernier, ça n'avait pas été fait, mais Donald Trump avait dit quelque chose de très important. Nous savons pertinemment où se trouve en permanence Ali Khamenei. Est-ce qu'on peut dire que Didier Edja dit que ces jours sont en danger ? Bien évidemment, on pense aux Israéliens, nombreux agents en Iran, aux Américains. Mais est-ce que cet homme, l'ayatollah Khamenei, dont on dit qu'il est malade d'ailleurs, est-ce qu'il est à ce point détesté par certains Iraniens qu'il pourrait être menacé lui-même d'un attentat mené soit par des militaires, soit par des Iraniens? Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible aujourd'hui? On a du mal, nous, à évaluer le niveau de détestation, ou pas d'ailleurs, des Iraniens pour l'ayatollah Khamenei. Si vous voulez, le peuple iranien, véritablement, sans aucune exagération, la grande partie de la population iranienne, plus de 80% des Iraniens détestent véritablement, c'est le mot exact, détestent le guide qui est effectivement le Khamenei. Mais dans son entourage, bien évidemment, il y a une base sociale, 10% de la population, où il est bien protégé et ils sont très fanatisés et donc sont les défenseurs de Khamenei. Donc Khamenei, malgré cela, il y a toujours des risques à l'intérieur de sa base sociale à ce qu'il y ait effectivement des gens qui vont tenter éventuellement de le tuer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup d'individus corrompus. Pour l'argent, ils sont capables également d'aller très loin pour éventuellement le détruire. À propos d'argent, vous avez été surpris de découvrir les informations que nous avons rendues publiques hier, avant-hier, sur les milliards, les dizaines, les centaines de milliards dont l'ayatollah Khamenei, ses proches, sa famille, les Pasdaran, les gardiens de la révolution et tous les proches du régime pouvaient jouir de l'argent détourné qui était bien installé dans des banques. Tout à fait. Ça vous a surpris ? Moi, ça je le savais. D'ailleurs, dans mon livre, ces éléments-là sont indiqués également là. Et donc, bien évidemment, c'est bien pour la situation internationale, pour que les gens sachent que cet homme-là, il est très corrompu, très dictateur, et qu'il ne faut pas croire qu'effectivement, avec un vieillard comme ça, tout gentil, en parlant tout doucement, etc., il n'y a pas une personnalité effectivement valable et pour la paix.
c'est le contraire. Beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais également beaucoup de crimes. Dernière question, il est malade? Vous avez des informations? Oui, il est malade depuis des années d'ailleurs. À la fois le cancer, mais également d'autres maladies, mais bien contrôlé également. Il a fait il y a eu 2 opérations également sur lui à l'hôpital, mais néanmoins, effectivement, il est sous contrôle. Alors ces menaces de Donald Trump sur le guide suprême, évidemment, sont scrutées de très près par Israël. On rejoint notre journaliste à Tel Aviv, Betsabé Salem, bonjour. C'est ce que voudrait Israël, justement, que le guide suprême iranien soit éliminé? Alors bien sûr, ce serait une revanche et une victoire symbolique. Et le gouvernement israélien, j'ai envie de dire, rêve de renverser le régime iranien. Cela dit, il y a aussi des considérations selon lesquelles ce serait une erreur stratégique. Parce que déjà, Khamenei, ce n'est pas Nasrallah, il n'est pas irremplaçable et pourrait être remplacé justement par quelqu'un de plus jeune, de plus charismatique. Et puis aussi, cette mort, elle pourrait être instrumentalisée par le régime iranien. Les manifestants iraniens pourraient être accusés d'avoir trahi leur pays et d'aider l'ennemi sioniste. Et là aussi, ça renforcerait le régime. Alors c'est vrai que l'année dernière, en 2025, Benjamin Netanyahou a déclaré que tuer Khamenei, ça mettrait fin à la guerre. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est Donald Trump qui avait empêché Israël de passer à l'acte. Les déclarations récentes du Premier ministre sont différentes. Et récemment, il a notamment déclaré qu'il fallait aider les Iraniens à renverser le régime. Alors comment ? Eh bien, un expert très au courant, disons, il y a quelques jours, expliquait qu'Israël pourrait, par exemple, trouver des personnalités au sein du régime iranien qui seraient prêtes à prendre la relève en Iran, bien sûr, dans le cadre d'une attaque puissante des États-Unis et d'Israël, par exemple. Betsabé, j'ai une question à vous poser, Betsabé, sur ce que pense la rue israélienne aujourd'hui à Tel Aviv, à Jérusalem, ce que l'on pense de la guerre des 12 jours, de l'opération Marteau de minuit. Est-ce que les gens, aujourd'hui en Israël, disent ça a été utile, mais franchement, il faut tout recommencer parce que les Iraniens sont en train de reconstituer les stocks d'uranium. Vraiment, ne pensons pas qu'on est débarrassé de cette question de la bombe nucléaire iranienne. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ouf, on est sorti d'affaires pour quelques années, on peut respirer. C'est ça que j'aimerais comprendre. Est-ce qu'il y a toujours cette tension, cette épée de Damoclès qui pèse sur la société israélienne ou pas ? Oui, pour la société israélienne, il n'y a pas de doute. C'est l'Iran qui est derrière le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites de la région qui toutes souhaitent la destruction d'Israël. Et globalement, toute opération qui, on va dire, déstabilise le régime iranien et anéantit, détruit des armements ou le programme nucléaire, c'est vu par les Israéliens de façon positive, quand bien même ils en souffrent, puisque la guerre des 12 jours, elle a aussi traumatisé les Israéliens. Il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu des explosions extrêmement fortes, notamment ici à Tel Aviv, et on a vu la puissance ici iranienne. Et je peux vous dire aussi que ces dernières semaines, ce qui se dit beaucoup, c'est que oui, s'il va y avoir un conflit maintenant avec l'Iran, entre Israël et l'Iran, on va souffrir ici, il va y avoir des destructions, ça va pas être drôle, il va y avoir certainement d'énormes salves de missiles, mais la plupart des Israéliens vous répondront qu'ils sont prêts à cela si finalement ça permet un renversement du régime iranien, pas seulement pour la sécurité des Israéliens, mais aussi en solidarité avec les Iraniens. Merci. Merci beaucoup, Betsabé Salem, donc en direct de Tel Aviv. Et le général Jean-Paul Perruche est également en direct avec nous et il nous écoute depuis le début. Et ces menaces de Donald Trump directement sur Ali Khamenei, il lui a mis une cible dans le dos. On n'y va pas par 4 chemins. Vous voyez les États-Unis intervenir comme ça directement pour éliminer le guide suprême ? Écoutez, il y a plusieurs options. Tout le monde l'a dit jusqu'à maintenant. Le mode d'action de Donald Trump, c'est d'obtenir la reddition nucléaire de l'Iran. Or, l'Iran, avec dans l'état où se trouve le pouvoir iranien à l'heure actuelle, a absolument besoin de ce programme nucléaire pour se protéger. Si j'osais une comparaison, je dirais à la coréenne, si vous voulez. Donc, on voit bien là que il y a deux objectifs, l'américain et l'iranien, qui sont totalement opposés. Alors après, comment est-ce que Donald Trump va s'y prendre ? Parce que je pense que maintenant, avec tout ce qu'il a dit, s'il ne faisait rien,
iranien, eh bien, ça serait un échec cuisant pour lui. Donc, il ne peut plus s'arrêter. Alors, il y a plusieurs options. Effectivement, il y a l'option la plus simple, c'est de faire disparaître les caciques du régime, mais à condition de disposer d'une solution politique de remplacement. Ça a été vaguement évoqué tout à l'heure par votre correspondante, mais c'est capital. On le voit bien si on compare avec le Venezuela que les États-Unis ne se sont pas contentés d'enlever M. Maduro, mais ils ont mis la pression, pris les contacts nécessaires avec ses remplaçants, en particulier la vice-présidente, pour qu'elle aille dans leur sens. Vous voyez. Donc, il faut que, au niveau de l'Iran, ce soit possible. Moi, personnellement, je n'imagine pas que l'ayatollah Khamenei et ses séides puissent changer de ligne idéologique et subitement devenir conciliants avec la pression américaine. Je ne le crois pas. Ce qui est l'écueil de cette affaire, mon général, c'est que l'Amérique de Donald Trump est peut-être renouée avec l'action, mais en revanche, elle n'est pas très populaire. C'est-à-dire que ce régime qui est corrompu, mais vraiment très corrompu, de la République islamique d'Iran, ce régime qui tue, qui assassine, qui orchestre des assassinats de masse de son propre peuple, ce régime, il ne faudrait pas le rendre populaire avec une intervention des GIs, en mode GIs go home, on connaît bien, ça fait des décennies que ça dure. Dès que les Américains interviennent quelque part, il y a une espèce de front anti-américain qui s'opère sur le plan international et qui pourrait finalement rendre ce régime un peu plus sympathique qu'il ne l'est. Non, mais alors, comme beaucoup l'ont déjà dit aussi, moi j'exclus totalement une opération terrestre des États-Unis en Iran. Ça me paraît totalement exclu. Les modes d'action, c'est soit on a des gens sur place qui peuvent effectivement neutraliser, pour utiliser un euphémisme, le pouvoir iranien, soit en portant atteinte à la personnalité de M. Khamenei, soit en faisant exploser son PC, je ne sais. Il y a des tas de modes d'action possibles, mais encore faut-il avoir les moyens sur place pour renseigner, il semblerait que ce soit le cas, mais après avoir les moyens de faire disparaître ce régime, vous voyez. Donc la difficulté, elle est là. Je pense que par des bombardements, c'est ce qui est envisageable à l'heure actuelle de la part de cette armada américaine déployée le long des côtes de l'Iran, il y a des possibilités de frapper des objectifs stratégiques qui sont à la fois humains, mais qui peuvent être aussi des sites militaires, etc. Après, il faut que ça soit en relation avec ce que l'Iran peut devenir politiquement après ces frappes. C'est ça le plus important. Il n'y a pas d'objectif militaire qui soit déconnecté d'objectif politique pour moi. Donc l'objectif politique, c'est bien de faire disparaître le régime. Ensuite, il faut mettre quelque chose qui tienne la route à sa place. Et c'est peut-être pas la moindre des difficultés. Merci, Général Jean-Paul Perruche. Nous vous rendons à votre déjeuner. Tiens, voilà, nous vous rendons à votre déjeuner et nous vous souhaitons par avance bon appétit. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Donc, bien évidemment, il a raison. Il n'est pas question, Grégory Phillips, d'intervention au sol. Si jamais. Non, je crois que c'est assez clair. Même s'il y a une dizaine de jours, on évoquait peut-être des forces spéciales en territoire iranien, mais c'est un scénario qui est quand même assez hasardeux. Non, sur l'élimination, éventuelle de Khamenei par les Américains, deux choses. D'abord, on l'a revu ces derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, la République islamique fête son 47e anniversaire et donc il est sorti à 2 reprises pour des discours et pour se rendre au mausolée de Khomeini. Et l'anniversaire de la République islamique, c'est mercredi prochain. 11 février. C'est-à-dire que pendant ces 10 jours, vous avez quand même des prises de position publiques, des discours, donc il est possible qu'on le voit à nouveau et qu'on le localise. Et puis, il faut quand même se rappeler que le renseignement israélien, par exemple, sait très bien qui est où à Téhéran. Souvenez-vous, l'été 2024, Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas, il est à Téhéran pour l'investiture du président Pezeshkian. Il est hébergé dans une résidence appartenant au régime.
Il est éliminé. Il est éliminé. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Téhéran, c'est un nid d'espions. Il y a des agents du Mossad, certains qui sont infiltrés depuis une dizaine d'années. Il y a des agents de la CIA. Tous les mouvements des hauts commanditaires, des hauts gradés, des gardiens de la Révolution est évidemment suivi de très près. Ils se sont même infiltrés dans les canaux de communication, les lignes téléphoniques qui ont été hackées par ces agents de l'extérieur. Donc aujourd'hui, si les Occidentaux veulent attaquer Khamenei, ils le pourraient très aisément parce qu'ils doivent très certainement savoir, limite minute par minute, où se trouve aujourd'hui le guide suprême iranien. Didier Djadi, je vais dans quelques instants vous montrer une image qui nous a déchiré l'âme, qu'on a vue de quelques secondes. Mais avant de vous montrer ces policiers qui foncent en voiture dans la foule des étudiants qui protestent, je voudrais vous montrer des étudiants, justement. Des étudiants, parce que le mouvement a repris, ça vous le savez, hein, vous téléphonez là-bas, et donc ce mouvement, malgré cette saignée organisée le 8 et le 9 janvier, dans la population où on a décidé du côté de la République islamique d'Iran de tuer aveuglément n'importe qui, balle dans la tête, vous nous avez très bien décrit ça, en fonçant dans la foule, etc., faire une saignée pour arrêter net cette grande protestation qui s'était emparée de la totalité du pays. Eh bien, malgré cela, ça repart sur un mode un peu différent. Regardez, ce sont des images qui ont été volées dans une université de Téhéran. Regardez. Shiraz. De Shiraz. Didier, ces images pourraient me faire pleurer parce que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes de 18, de 20, 22 ans, 23 ans se mettent vraiment en danger de mort. Là, on va pas les tuer pendant cette manifestation dans le campus étudiant de Shiraz, mais on sait qui c'est, la police politique est là, ils savent qui c'est, ils savent qui crie des slogans hostiles au régime, et si ça s'enflamme encore une fois, ils sont en danger de mort. Absolument. Donc, non seulement à Shiraz, mais également à Ispahan, également, et encore, je pense que c'était à Mashhad, où il y avait effectivement des mouvements d'étudiants. Et ça met en évidence le courage d'un peuple et le courage de la jeunesse. Malgré toute la répression barbare pratiquée par ce régime islamiste, on voit qu'effectivement, après autant d'assassinats directs dans la rue, eh bien, les Iraniens, ils disent: on est encore présent, on n'est pas mort, on va continuer la lutte, car il y a beaucoup de phénomènes tels que, d'un côté, la peur, bien évidemment, car les gens aiment bien la vie, si vous voulez, mais d'un autre côté, la colère. Et cette colère ne sera jamais effacée tant que ce régime il est là, tant que Khamenei il est là, et vous allez voir que ce mouvement-là va continuer d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je viens d'entendre, ce matin, un communiqué de la part des Bazaris qui appelle effectivement à des mouvements de grève également là. Ça, il faut attendre la confirmation, mais néanmoins également c'est une indication. Les commerçants du bazar. Les commerçants des grands bazars, les bazaris. Mesdames, messieurs, alors voilà ces images. Regardez ces images, elles ne durent que quelques secondes, elles ne sont pas absolument spectaculaires, mais quand on les regarde bien, c'est saisissant. C'est tout simplement une voiture avec des policiers à l'intérieur, on imagine, qui essaient de frapper, de shooter. Ça se passe au mois de janvier. Vous savez, au moment où Internet a été coupé. Et regardez, c'est l'image de la répression qu'on arrête bien évidemment avant le pire, le drame qui va se produire, parce que vous l'imaginez bien, il y a pas mal de personnes qui ont été écrasées par cette voiture de police. On disait que c'était un massacre à 8 Ça c'est terrible. Et donc nous avons nous-mêmes, avec le service juridique de LCI qui a vérifié ces images, la provenance de ces images, nous avons nous-mêmes arrêté l'image avant l'impact des étudiants qui sont tués par le pare-choc de la voiture. Mais voilà, il y a donc eu des voitures qui slalomaient au milieu des étudiants, pas pour les éviter, pour les toucher, les percuter et les tuer. De la répression contre son peuple. Oui, on est à Ardabil, dans le nord-ouest du pays. On a du mal à dater. C'est soit le 8, soit le 9 janvier. Les fameuses journées. Les fameuses journées. Et vous avez cette voiture des forces de l'ordre qui, volontairement, va
tenter écrase les manifestants. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce que vous disiez, Eric. Alors, c'était une autre époque, d'autres manifestations, d'autres colères de la jeunesse, parce que vous parlez du courage de ces jeunes gens. En 2009, j'étais à Téhéran au moment de la réélection d'Ahmadinejad. J'ai une image qui ne me quitte pas. C'est celle d'une jeune femme qui devait avoir 20 ans. On est sur la grande avenue Vali-Asr. Il y a les Bassidji qui sont, vous savez, avec les motos, les voltigeurs, qui sont prêts à tabasser la foule. Et cette jeune femme arrache son voile et elle marche vers ces Bassidji à moto. La foule est 20 mètres derrière à peu près. Elle lève le poing et elle dit « Abba dictator, Abba dictator, Abba dictator ». Et la foule reprend son slogan. Je me souviens très bien de cette image. D'un seul coup, les motos arrivent, la prennent, l'embarquent. C'est d'un courage absolument inouï. Enfin, vous savez que vous risquez la mort, l'arrestation, la torture. Et quand vous avez 20 ans, vous êtes une gamine et vous êtes tellement en colère que vous faites le choix de vous extraire de la foule et d'aller au devant des forces de l'ordre, c'est absolument incroyable. J'ai encore vraiment cette image en tête. 2009, Téhéran. Cette image-là, de cette voiture de policiers qui slalome pour shooter des étudiants, des manifestants anti-régime. J'ai vu ce film-là en entier, si vous voulez, le système en vidéo là. Effectivement, ça, c'est un exemple. Tant d'autres. Le régime islamiste en Iran, il a tué. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité, voire également quotidienne. Les gens qui sont en prison, l'Organisation des droits de l'homme disons d'Iran a annoncé 40 000 arrestations, accusés pour 3 motifs suivants. 1, terroriste. 2, agents d'étrangers, Mossad. Et 3, Mohareb. Mohareb, ça veut dire quoi? C'est un terme qui est dans le Coran, c'est-à-dire ceux qui sont dans la guerre contre Allah. Et donc c'est évident, par ces motifs-là, on tue facilement les individus en Iran. Et donc c'est un régime absolument terroriste qui est au pouvoir. Voilà, merci Didier Djadi. Les amis, restez avec nous. Nous allons parler maintenant de politique française et nous allons parler de la sécurité sociale. Alors on sera avec un parlementaire qui a publié un livre qui dit carrément la sécurité sociale, si ça continue, elle est morte dans un an, en 2027. Il a des arguments, nous l'écouterons. Et puis on parlera de l'Institut Montaigne qui nous dit qu'une jambe ou un bras cassé, ça coûte à la sécurité sociale 70 000 euros et qui voudrait que tous les Français sachent exactement, qu'ils reçoivent un courrier, ce qu'a coûté leur opération, ce qu'a coûté leur maladie. Voilà, juste pour les informer dans la transparence et qu'ils sachent vraiment que rien n'est gratuit. Voilà de quoi nous allons parler. Restez avec nous. C'est un débat qui agite beaucoup notre société en ce moment. À tout de suite. Mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver sur LCI. Nous allons parler de la sécurité sociale parce que on cherche toutes les solutions pour mobiliser, conscientiser les Français sur ce bijou extraordinaire que nous avons, la sécurité sociale, cette chance extraordinaire que nous avons. Mais elle prend l'eau. Elle prend l'eau. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure un député qui pense qu'elle prend tellement l'eau qu'elle n'existera peut-être plus en 2027. On l'écoutera dans un deuxième temps. Mais maintenant, on va parler, Magali Lunel, d'une initiative, d'un think tank, d'un laboratoire d'idées qui a justement eu une idée. Oui, c'est-à-dire que la santé n'est pas gratuite en France. C'est le message que veut faire passer l'Institut Montaigne. C'est celui dont on parle, ce laboratoire d'idées libérales. Il a publié un rapport hier et il recommande de mieux responsabiliser les Français face au coût des soins. Voilà ce qui est écrit dans ce rapport. La notion de gratuité des soins, souvent avancée, masque la réalité des coûts du système. Et donc, il propose cette idée. L'idée serait que chaque Français reçoive une information complète sur les coûts de chaque acte médical, hospitalier et pharmaceutique dont il bénéficie. Alors, c'est une bonne ou mauvaise idée, c'est le débat. Ouais, c'est le débat. Ils disent, par exemple, l'Institut Montaigne, qu'une jambe ou un bras cassé, par exemple... On va donner les détails, bien sûr, évidemment. C'est entre 60 et 70 000 euros. Je dis ça parce que regardez en bas, on a noté, et si les Français recevaient la facture? Recevaient la facture, pas pour la payer, pas ça, mais juste à titre d'information. Monsieur, vous n'avez pas payé, le bras de votre fils a été cassé, ça a coûté 60 000 euros à l'hôpital public, on tenait à vous le dire.
Voilà. On aura l'éclairage de Pascal Perry, bien évidemment. Bonjour Pascal. Et le débat forcément entre Isabelle Saporta et Renaud Pilat. Avant le détail, effectivement, le coût de cette facture, est-ce que c'est une bonne idée d'informer les Français ? Vous allez à la pharmacie, sachez que le prix des médicaments c'est ça. Vous allez à l'hôpital, sachez que le coût de votre opération c'est ça. Est-ce que ça servira à quelque chose ou pas ? Isabelle. Oui, bien sûr, tout ce qu'il faut faire comme information, il faut le faire. Et ça existe déjà, en fait, parce que vous avez le relevé, normalement, de ce que, quand vous avez des soins, vous allez sur le site Amélie, vous avez, au fond, le relevé de tout ça et la prise en charge par la sécurité sociale. Mais... Moi, je l'ai jamais vu, le relevé. Mais c'est parce que vous le cherchez pas. Vous allez pas sur votre compte. Il suffit d'aller sur votre compte Amélie. Oui, mais est-ce que vous connaissez le code de votre compte Amélie ? Non, mais attendez, c'est trop facile. Donc, dans ce cas, l'Institut Montaigne se trompe. Non, pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. Si moi, je le vois pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de Français qui le voient pas. Vous avez raison, c'est qu'il faut faciliter le fait que ce soit vu. Moi, je vais vous dire, par exemple, à titre personnel, j'ai eu un accouchement très difficile pour ma deuxième fille. J'ai reçu la facture de l'hôpital qui disait, voilà, en temps normal, vous auriez dû payer tant. Et je trouve que c'est très bien. Vous vous souvenez du montant ? Oui, je me souviens très bien du montant, effectivement, et que j'aurais absolument pas pu payer à ce moment-là de ma vie. Et moi, j'ai trouvé ça très bien que ce soit informé. Mais je pense, mais on va pas faire le débat maintenant, je vais laisser la parole à Renaud, mais je pense qu'il faudrait même aller plus loin. Parce que je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a fait, et alors vous allez me dire que je suis de moins en moins à gauche, qui a fait un déclic chez moi, ça a été la libre antenne de RTL. Mais je vous raconterai ça dans un deuxième temps. D'accord. Monsieur Renaud Pilat. Non, mais vous pouvez continuer. Allez-y, Renaud, allez, on avance. Renaud, non, mais on se retrouve. Non, mais on se retrouve là avec une proposition qui me semble aller sous le coin du bon sens. Parce que on va voir dans quelques instants combien coûte un bras cassé, combien coûte une jambe cassée, combien coûte une journée d'hôpital. Personne ne connaît les montants. Et vous savez quand est-ce qu'on connaît les montants ? Pour les gens qui ont la chance de partir en vacances, notamment aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on a tous eu des amis qui reviennent en disant mais tu sais combien j'ai dû débourser avec ma carte bleue pour avoir une carie réparée aux États-Unis, pour avoir un soin, pour avoir un plâtre, par exemple. Un bras, un plâtre. Et quand on revient en France, on se dit il faut avoir voyagé, mais on a un système en or. Et je suis d'accord avec vous, Eric, ce système en or, il est en train de couler. Et pour avoir évité aujourd'hui ce débat, et ici on essaie de ne pas l'être, caricatural avec « mais la Sécu, il y a un trou total, faut tout privatiser », c'est faux. On a un système de santé extraordinaire, on a des soignants extraordinaires, mais on ne peut plus le financer. Eh bien, pour le financer, effectivement, moi je suis d'accord avec Eric, j'aime pas trop les paperasses. Ce que j'aimerais, c'est après chaque soin important, recevoir un courrier très clair, comme une facture, très claire en gros. Voilà ce que ça vous a coûté. Prends des exemples concrets. Oui. Nos téléspectateurs. Et les chiffres, les chiffres m'ont frappé ce matin. Peuvent réfléchir de leur côté. Si vous avez été opéré de la cataracte, par exemple, savez-vous combien réellement ça coûte? Donc la cataracte, c'est 2 000 € pour une cataracte. Juste passer une radio, c'est 66 €. Et donc vous faire poser une prothèse, que ce soit de la hanche ou du genou, c'est 20 000 €. C'est moins cher pour la hanche que pour le genou. Moins cher pour la hanche. Le genou, c'est très complexe. Très compliqué. Mais dites, Pascal Perry, voilà une maladie fréquente qui affecte beaucoup de personnes en France, le cancer. Donc on va parler quelques instants d'oncologie. Combien coûte un traitement oncologique en France en moyenne, c'est-à-dire une chimio ou des choses plus perfectionnées? Une chimio simple, aujourd'hui, ça coûte autour de 200 000 €. Mais les traitements oncologiques de pointe, ceux qui permettent de faire reculer la maladie, ceux qui permettent de vaincre la maladie, vous vous rendez compte le progrès considérable que c'est des maladies qui tuaient il y a une vingtaine d'années, qui améliorent le confort de vie du survivant, c'est-à-dire que vous ne survivez pas dans des conditions épouvantables. Ça coûte, Eric, 500 000 €. Les nouveaux traitements oncologiques de 500 000 à 1 million d'euros. Il y a une petite revue. Attends, c'est énorme. Pardon, je me prends ça dans le visage, je l'ignorais. Donc les nouveaux traitements oncologiques auxquels tout le monde a droit. Médicaments rares, les médicaments qui s'adressent à de petits segments de clientèle, donc sur lesquels il y a eu une recherche considérable. Alors on va se dire, mais les laboratoires s'en mettent plein les poches. Mais les labos, ils ont mis des centaines de millions dans la recherche et dans l'innovation pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et ils continuent de chercher. Donc il faut quand même qu'on s'interroge. Donc il y a beaucoup de Français aujourd'hui, pauvres, riches, petits, gros, grands, voilà, qui bénéficient sans le savoir de traitements pour le cancer entre 500 000 et 1 million d'euros. Mais c'est très très important ce que vient de dire Pascal là. C'est très très important parce que la sécurité sociale, c'est ça.
c'est pas autre chose que ça. Non. Et vous voyez, moi... C'est pas l'aspirine, hein. C'est plus l'aspirine. Exactement. Et moi, ce qui m'a fait péter un câble, pardonnez-moi d'être grossière, c'est effectivement cette libre antenne qu'on avait eue à RTL, où il était question des secteurs 3, et passé par la loi, que, pardonnez-moi, éteignez votre téléphone, portable, que le secteur 3, effectivement, ne serait plus remboursé, les médecins en secteur 3, c'est-à-dire très peu de gens, hein, et que les prescriptions qu'ils feraient ne seraient plus remboursées aussi. Et là, on a eu des gens qui ont appelé et qui ont dit « Ah, moi, mon généraliste, il est en secteur 3, et du coup, écoutez, c'est plus cher, c'est 50 €, et les prescriptions qu'ils donnent, elles sont pas remboursées, du coup, j'y vais quand même, mais je n'y vais pas à chaque fois que j'ai un rhume, et j'y vais moins souvent. Mais comment est-ce possible qu'en France, on aille chez le médecin à chaque fois qu'on a un rhume ? Pardonnez-moi, mais ça n'est pas possible non plus. Si vous voulez cette totale gratuité, elle rend dingue. Tu peux pas te dire, en fait, ça devrait être la norme. Le tourisme médical. Mais c'est même pas le tourisme, c'est que les gens ils tous le matin, ils vont chez le médecin l'après-midi. Ça n'est pas possible, ça a un nom en économie. Ça n'a aucun sens. Ça s'appelle la théorie de l'aléa. Et la règle de la théorie de l'aléa, c'est que plus on est protégé, plus on est assuré, moins on est vigilant. C'est que dans l'histoire du monde, il y a eu pendant très longtemps une exposition au risque. Et puis le jour où on a couvert le risque, c'est ça l'aléa. En réalité, c'est vrai. Le jour où on a couvert l'aléa, on s'est aperçu que les comportements changeaient complètement. Et c'est ce que vient de dire Isabelle. Quand c'est présumé être gratuit, quand on est couvert de quelque aléa que ce soit, quand c'est présumé être gratuit, je le traduis en français, eh bien, on use et on abuse du produit ou du service. La gratuité, c'est une petite parenthèse dans notre débat, mais on y est quand même, c'est la totale gratuité de la consultation médicale. L'idée qu'on paye 1 € m'a toujours semblé être une très bonne idée. Parce qu'il y a du tourisme médical, j'en ai autour de moi, je vois une personne âgée en particulier, qui est très rassurée de voir 3 médecins par semaine. Voilà. Et c'est sûr que si elle devait débourser, mais même symboliquement, elle a les moyens, cela dit, mais ça changerait son rapport à la consultation. Tout ce qui est gratuit, dans l'esprit des gens, est dévoyé. Pourquoi n'a plus de valeur. Moi, je suis pour que ce soit toujours gratuit pour tous les gens qui sont en CMU, qui n'ont pas les moyens, j'ai aucun problème avec ça. Oui, bien sûr. Mais pour les autres, pourquoi c'est gratuit ? Vous êtes capable de mettre 1500 balles dans ce téléphone portable. On est capable tous de dépenser des 1000 et des 100 pour tout, et pour la chose la plus précieuse sur cette terre. Il n'y a rien de plus précieux que la santé. Là, il faut que ce soit gratuit. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Et on devient dingue, en fait. Donc, on parlait des médecins, on parle de l'hôpital. Il y a les médicaments que vous allez aussi acheter dans la pharmacie. Est-ce que vous connaissez le vrai prix de ces médicaments ? On est allé poser la question à quelques patients. Regardez ce reportage de Pierre Corieux. Dans cette pharmacie, juste après votre passage en caisse, nous vous avons posé une question toute simple. Est-ce que vous savez combien ça vous a coûté ? Bien sûr que non, puisque j'ai donné ma carte vitale, donc je ne connais pas les prix, bien sûr. Ça m'a rien coûté du tout. Le fait qu'on soit remboursé, on ne regarde plus les prix, Et pourtant, ces médicaments sont loin d'être gratuits. Ils coûtent même de plus en plus cher à l'assurance maladie. 27,2 milliards d'euros en 2024, c'est 7,2% de plus qu'en 2023. Des médicaments parfois très chers, intégralement remboursés, comme par exemple ce traitement pour les personnes infectées par le VIH. Le prix exact du médicament, il est 626,59 €. Sur cette somme, combien touche-t-il en tant que pharmacien ? On a une marge de 4,8%. Voilà, on a une marge de 29 €. Alors, est-ce que ça veut dire effectivement, vraiment, connaître le vrai prix des choses, de l'hôpital, du médecin, des médicaments, ça pourrait changer le comportement des Français ? C'est ce que laisse entendre l'Institut Montaigne. Moi, j'en suis sûr. Non, mais pas un peu. Moi, je suis un peu plus dur. Ouais. Pas seulement informer, il faut faire payer. Il faut révolutionner et faire ça sous conditions de ressources. Je considère que le pays est en banqueroute. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. On en a parlé il y a 15 jours. On a eu les chiffres ce matin du PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse. On est maintenant 15e ou 16e. Sous la moyenne européenne. Sous la moyenne européenne. La France, vous vous rendez compte ? La France. Moi, je suis patriote. En 2034, on est polonais. Voilà, on a fondé avec l'Allemagne l'Europe et on se retrouve au 15e, 16e rang. Donc on est en banqueroute. Et quand on est en banqueroute, c'est sous conditions de ressources. Je regrette, il y a des millions de familles françaises qui ont les moyens de payer 2 ou 3 € sur la boîte de crâne. En revanche, je termine juste, comme on vit, et personne ne nous l'explique, sauf les magazines spécialisés, on vit une révolution sur le cancer. Une révolution. On soigne aujourd'hui, je connais personnellement des gens qui ont un cancer du poumon,
qui ont un cancer du poumon, il y a 5 ans seulement, 3 ans, on leur a donné 8 mois d'espérance de vie. Ils en sont à 4 ans. Mais effectivement, c'est comme pour la trithérapie, ils prennent une gélule par jour. Tout le monde n'est pas éligible, c'est en fonction du réseau sanguin. Une pilule par jour. Mais je crois que la pilule est à 1 500 €, 2 000 €. Ça vient des États-Unis. Donc si on veut profiter de cette révolution du cancer, il faut que sur les petites boîtes de Doliprane, qui sirop contre la toux, on peut payer 2 ou 3 €. Moi je peux, mais je paye pour les Français qui sont pauvres. Vous avez raison. Et moi je trouve, Pascal Perry, il y a quand même un sujet du parlementaire le petit sujet du parlementaire un peu clientéliste qui fait la loi. Pour bien montrer que c'est un bon parlementaire qui bosse bien dans sa circonscription et être réélu, il va toujours se battre pour que ce soit encore plus gratuit. Parce que c'est eux, les députés, qui nous poussent vers la gratuité. Là, on a vu les socialistes dans le budget qui ont poussé vers tous les étudiants de France, un repas à 1 €. Est-ce que c'était la peine de faire peser ça sur nos épaules pour que tous les étudiants de France, y compris les plus aisés, payent un repas à 1 €? Bon, ça n'est qu'un exemple. Poser la question sur les questions de santé. Parce alors, sur la santé, c'est la même chose. C'est pour ça que je prends cet exemple. C'est bien, mais la santé des gens, la santé publique, c'est quand même sérieux. On parle de vie ou de mort. Si vous voulez, c'est pas un truc secondaire. Moi, je pense aujourd'hui, d'abord, il y a un chiffre qu'on n'a pas donné, déficit de la Sécu cette année, 20 milliards d'euros. Et ce sera dépassé. Donc, vous avez une assurance qui est une assurance dont les comptes se dégradent, qui demain, effectivement, peut moins rembourser ou ne plus rembourser certaines pathologies. C'est la moitié du budget de l'armée. C'est absolument, il a raison. Du budget de l'armée, le déficit de la Sécu. Les députés qui ont refusé les 50 centimes de franchise sur une boîte de médicaments sont des démagogues. Des démagogues d'une part, mais c'est des gens qui devraient avoir honte. Ils devraient avoir honte, pourquoi ? Parce qu'au fond, ils menacent l'équilibre de la sécurité sociale. Ils sont en train de compromettre l'esprit même de la sécurité sociale, qui était la couverture d'un risque majeur, si vous voulez. Et les petites batailles pour savoir s'il ne faut pas 50 centimes de plus de franchise du consommateur sur une boîte de Doliprane, sur un sirop antitussif pour enfants, etc. On met sur ordonnance. Tout ça est démago. Et rappelons quand même que c'est encore plus démago dans la mesure où le projet prévoyait que les 12 millions de personnes en ALD, affection longue durée, continuaient d'être protégées à 100%. C'est-à-dire que on demandait à ceux qui pouvaient de payer un tout petit peu plus. Immédiatement, cri d'orfraie, socialistes, communistes, écolos, LFistes, insoumis en tout genre, etc., à l'Assemblée, sont en train de torpiller la sécurité sociale. Je vous le dis clairement. Vous parlez d'or, mais qu'est-ce que j'aime vous entendre. Je vous parlais d'or sur ce sujet, Pascal, c'est tellement vrai. Tous les Français, y compris, bon, sauf vraiment les gens qui sont dans la misère sociale, mais tous les Français, y compris les plus modestes, ils sont protégés, ceux-là. Eh bien, sont d'accord pour payer quelques euros sur la boîte de Doliprane. Enfin, franchement, c'est pas possible de pénaliser ceux et celles qui ont des cancers au profit de la bobologie. Moi, je suis scandalisé par ça. Par ailleurs, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas dans notre tête. Je suis désolée, mais la seule chose qui compte sur cette terre, la seule chose, c'est la santé. Et que ce soit la chose pour laquelle on veuille le moins payer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans notre esprit. Vraiment, Ouais. Je voudrais vous présenter. Le Doliprane, c'est 2,50 €. 2,50 €. 2,50 €. Il y a des médecins qui disent bon, je vous mets des boîtes de Doliprane sur l'ordonnance. Et entre nous, quand il a un patient dont il connaît le niveau de vie et le mode de vie, on connaît en général quand on a un médecin traitant. Bon, vous dites, non, mais mettez pas la Doliprane, je vais le payer, 2,50 €. C'est 2 cafés. Jean-Charles Grelier est avec nous, les amis, il faut qu'on vous le présente avec Magali. Jean-Carl Grelier, il est député, les démocrates, du département de la Sarthe, préfecture de la Sarthe, Renaud Pilat, préfecture de la Sarthe. À la Sarthe. Le Mans. Alors, il est spécialiste des questions de santé. Merci Jean-Carl Grelier d'être avec nous. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous avez publié un essai qui s'intitule, alors le titre de votre essai, on le voit là, 6 octobre 2027, la fin de la sécurité sociale. On va faire une petite pause de 2 minutes, mais vous allez faire vous-même le teasing de votre livre. Vous savez, juste avant la pub. Alors, c'est sérieux, en quelques secondes, c'est sérieux votre livre? C'est-à-dire que vous prophétisez, si ça continue comme cela, la fin de la sécu l'année prochaine, c'est vrai?
J'ai juste tiré la conséquence de ce que Pascal Perry vient de dire à l'instant dans votre émission, et j'ai essayé de porter par la voie politique ce que le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dit avec une vigueur sans pareil depuis déjà quelques mois, ce que un certain nombre d'organismes officiels annoncent. Depuis 50 ans, la sécurité sociale est en déficit et on a pris l'habitude de plaisanter sur le trou de la sécurité sociale. Les Français sont convaincus et persuadés qu'existant depuis 1945, jamais la sécurité sociale ne pourrait mourir ni ne pourrait se trouver en cessation des paiements. Eh bien, on est à la limite de parvenir à cette situation-là. Et si nous n'y changeons rien, si nous n'y faisons rien, tant qu'il est encore temps, et Dieu sait que le temps n'est plus notre allié aujourd'hui, nous menaçons très gravement la sécurité sociale. Et je vous rejoins ainsi que vos débatteurs, la loi de financement de la sécurité sociale telle qu'elle a été votée pour 2026 ne fera qu'aggraver la trajectoire délétère qui est celle de notre sécurité sociale. Jean-Carl Grelier, vous aussi vous parlez d'or, on marque une pause et après vous allez nous expliquer votre enquête, vos conclusions dans le détail, c'est passionnant. Et si la Sécu était condamnée à mourir dans la forme actuelle dans laquelle elle se trouve en 2027, c'est franchement une problématique, un sujet, un débat vertigineux. À tout de suite. Mesdames, messieurs, autour de la table, il y a Isabelle Saporta, Renaud Pilin, Pascal Perry et puis bien évidemment Magali Lunel et moi-même. On est en ligne avec un député. Attention, c'est important, c'est pas un journaliste exalté, c'est un parlementaire modéré, les démocrates, député de département de la Sarthe, et il publie un livre sur lequel il a beaucoup travaillé, qui s'intitule 6 octobre 2027, la fin de la sécurité sociale. Voilà. Et il dit, si ce modèle merveilleux qu'on vante, mais qu'on est incapable d'amender, vraiment de réformer en profondeur, et si ce modèle merveilleux était à bout de souffle, et s'il venait très vite à disparaître. Pourquoi, monsieur le député? Pourquoi 6 octobre 2027? Qu'est-ce que c'est que cette date? C'est la date que la loi organique qui a fixé l'adoption des lois de financement de la sécurité sociale a prévu pour que le Conseil des ministres adopte la loi de financement de la sécurité sociale de l'année d'après. D'accord. Et c'est le moment où vraisemblablement le futur président de la République, je commence avec un côté un petit peu fictionnel dans l'introduction de mon livre où on est dans le bureau du futur ou de la future présidente de la République, qui constate l'impossibilité à boucler ce budget de la sécurité sociale, à le faire adopter par le Conseil des ministres et à le déposer sur le bureau du Parlement. Question, la sécurité sociale aujourd'hui emprunte de l'argent, c'est ça Pascal Perry régulièrement Il y a une agence qui s'appelle l'ACOS, qui est l'agence France Trésor de la Sécu, qui emprunte de l'argent pour financer le courant. Et moi je me demande, c'est peut-être une question qu'on peut poser à monsieur le député, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un jour une impasse de trésorerie et qu'il pourrait manquer des médocs à l'hôpital ou je sais pas, enfin de la capacité à financer l'hôpital public, par exemple. Est-ce qu'on peut ne plus prêter de l'argent à la sécurité sociale sur les marchés et donc quick? Alors c'est un vrai risque aujourd'hui, puisqu'en fait, depuis 1996, Alain Juppé avait créé la CADES, qui permettait de retirer la dette de la sécurité sociale du budget de la sécurité sociale pour la placer dans une caisse d'amortissement qui était indépendante du budget de la Sécu. Or, cette CADES, depuis 2024, est à son plafond. Elle ne peut plus récupérer de dette. Et c'est donc, comme le disait très bien Pascal Perry à l'instant, c'est la cause, l'organisme de la gestion du quotidien, de la trésorerie de la sécurité sociale qui est contraint d'emprunter. Depuis quelques années, la COS empruntait, bon an, mal an, 15 milliards d'euros par an pour assurer le quotidien de la sécurité sociale. Et dans la loi de financement de la sécurité sociale telle qu'elle a été votée pour 2026, l'autorisation d'emprunt est passée à 83 milliards d'euros et on présuppose qu'on atteindra sans doute les 100 milliards d'euros en 2027. Et c'est là où le risque est énorme d'avoir des prêteurs qui nous disent on ne peut pas vous suivre et on ne peut plus suivre la sécurité sociale à ce niveau-là, d'autant que la COS est contrainte d'emprunter sur des délais très courts puisque ces emprunts ne peuvent pas dépasser 24 mois. Jean-Carl Grelier, votre livre, vous nous expliquez que c'est pas un livre totalement catastrophiste, car ce que vous décrivez pourrait arriver. Que faut-il? Que faut-il faire? Vous êtes cash, monsieur le député, que faut-il faire pour que
la sécurité sociale, dans un an, ne soit pas totalement en faillite. Et voilà, que faut-il faire? Quelles sont les mesures à prendre, selon vous, qui relèvent du bon sens et que nos parlementaires devraient prendre au lieu de la charger sans arrêt davantage, comme ils viennent de le faire? La première des choses, c'est de se saisir de cette question dès maintenant et de ne pas attendre 2027, d'être totalement au pied du mur pour agir. La deuxième chose, c'est qu'il faudra sans doute faire voter une loi organique pour prolonger d'au moins 2 ans la durée d'amortissement de la CADES, de manière à aller retirer de nouveau de la dette dans le budget de la sécurité sociale pour le mettre dans cette caisse d'amortissement. En troisième lieu, je pense qu'on n'échappera pas à un moment donné, et ça ne fera évidemment pas plaisir à tout le monde, à un gel des prestations servies par la sécurité sociale dans ces 5 branches pour au moins 1 à 2 années. Et puis, il y a des mesures derrière qui vont devoir être prises en compte assez rapidement, je pense, et c'était évoqué dans vos débats tout à l'heure. Je suis plutôt favorable à l'idée d'un reste à charge qui devienne proportionnel aux revenus, et je suis aussi favorable à ce que demain on travaille au parcours de soins et que Monsieur le député, allô, monsieur le député, vous êtes à la télévision, vous êtes sur LCI. Quand vous dites un gel des prestations, effectivement, là, ça nous a tous interpellés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire quoi concrètement dans nos vies quotidiennes? Eh bien tout, c'est-à-dire que demain, les retraites ne bougent plus, c'est-à-dire que demain, les allocations familiales ne bougent plus, c'est-à-dire que demain, les indemnités pour l'accident du travail ne bougent plus, toutes les prestations qui sont servies par la sécurité sociale. C'est la pire des solutions, mais j'ai peur que la situation dans laquelle nous nous trouvons nous contraigne à devoir prendre ce type de mesures qui sont des mesures extrêmement sévères et qui vont évidemment faire souffrir considérablement les Français et les Français. Pascal, je n'en suis plus certain. Est-ce que ce député a vu la Vierge? Non, il a raison. Il a raison. Non, il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait un risque tendanciel qui pèse sur la sécurité sociale. Moi, je pense qu'il existe pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut être confronté à des problématiques de trésorerie, mais aussi et surtout parce que notre société vieillit. Et bien sûr. Et que les coûts. Alors, j'ai relevé tout à l'heure, je vais quand même vous le donner. J'ai relevé tout à l'heure l'évolution des coûts de dépenses par catégorie d'âge. C'est 594 € par an de 2 à 16 ans, 4798 par an, 4798 par an pour les 80 ans et plus. Ouais. Oui, il y a une croissance. Et comme la société vieillit, la demande de soins va augmenter. Ouais. Pour le moment, on ne parle pas du grand âge et de la dépendance. Mais vous allez vous retrouver. Pourquoi on ne parle pas? Vous voyez, parce que ça ne fait pas voter, Isabelle. Ça ne fait pas voter. Et moi, je vote Pascal Perry. Et ça, c'est aussi la question que je voudrais parler aux députés. Il a raison, Pascal Perry. Pourquoi un discours de sincérité, ça passerait pas? Pourquoi vous dites pas aux gens ce qui est le plus important pour vous, c'est la santé? Alors, vous savez quoi? On va la sanctuariser. On peut pas faire du tourisme médical. Il faut arrêter ça. Pourquoi on dit pas aux gens, on peut pas tout rembourser? Parce qu'en fait, il faut rembourser les choses vraiment cruciales. Pourquoi on dit pas aux gens, et en fait, il faut arrêter avec l'extension, de dire que vous allez partir de plus en plus tôt à la retraite, parce qu'en fait, vous savez quoi, on vieillit. Pourquoi on dit pas aux gens, comme ce peuple vieillit, en fait, les seniors vont coûter de plus en plus cher en médicaments et en soins. Pourquoi on dit pas la vérité? Pourquoi on a ces débats depuis des mois? Mais je suis vraiment folle de rage, en fait. Jean-Carl Grelier, personne n'est à la hauteur du moment qu'on vit, en fait. Bon. C'est fini. Jean-Carl Grelier. Bon, en tout cas, si vous voulez approfondir le sujet, c'est son livre 2027, la fin de la sécurité sociale. Vous l'avez compris, on est très mal barré. C'est pas les mesures démagogiques qui vont vers toujours plus de gratuité pour les petits bobos, qui vont améliorer la situation. Beaucoup de pistes sont émergées dans notre débat. Pascal a raison, ça fragilise tout l'édifice. Ça fragilise tout l'édifice. Et peut-être qu'il faudrait arrêter de peut-être rembourser à 100% des petits médicaments qui relèvent de la bobologie, sinon on crèvera, les amis. Bon, allez, dans un instant. Avec nous parce qu'on va reparler de l'Iran, parce que figurez-vous, Donald Trump accentue sa pression sur le régime iranien et il met maintenant une cible dans le dos du guide suprême. On en parle dans un instant. Nos invités nous rejoignent. À tout de suite. Bonjour les amis. Bonjour Magali Lunel, mes amis, je vais présenter dans un instant mon plateau, mais on a un programme très chargé, nous allons parler de l'Iran. Pour commencer,
pour commencer. Après, on vous parlera d'espions chinois, mais c'est un deuxième chapitre. L'Iran, beaucoup d'informations parce qu'il y a cette cible qui a été mise dans le dos du guide suprême par Donald Trump. Il y a cette image incroyable, terrible, des journées du 8-9 janvier qu'on voulait vous montrer avec des voitures de policiers qui slaloment au milieu des manifestants, non pas pour les éviter, mais pour les shooter. Une image qui en dit long, on commentera ensemble. On parlera des manifs qui ont repris également sur les campus étudiants, avec le courage absolument dingue, malgré cette répression folle, d'étudiants qui continuent, qui reprennent la lutte. Vous verrez les images dans un instant. Et puis on va parler bien évidemment des négociations, Magali Lunel, qui s'annoncent entre les États-Unis et l'Iran. Avec nos invités, donc vous l'avez dit, Nivine Potros à chaque fois avec nous, qui enquête pour nous chaque jour, Isabelle Saporta, Renaud Pila, nos éditorialistes, Grégory Phillips, le chef de notre service étranger, et nos invités Didier Idjadi, bonjour, sociologue, universitaire et réfugié politique iranien. Vous venez de publier Iran, islamisme, laïcité, histoire d'un affrontement aux éditions Eliade, et Guillaume Lascondjarias, bonjour. Et oui, il est 13h, on se dit bonjour. Historien militaire, professeur associé à la Sorbonne Université, ancien chercheur au collège de défense de l'OTAN. On parlait de ces nouvelles menaces, effectivement, de Donald Trump sur le régime iranien, mais cette fois, il précise qui il a dans son viseur. Dans son viseur, il y a le guide suprême iranien en personne. Écoutez. Le guide suprême iranien devrait se faire du souci, beaucoup de soucis. Comme vous le savez, nous négocions avec les Iraniens. Ils envisageaient de lancer un nouveau site nucléaire dans une autre partie du pays. Nous l'avons appris et j'ai dit, si vous faites ça, nous vous ferons très mal. Là, Didier Idjadi, il a du souci à se faire, le guide suprême. Il vit dans des conditions, il est reclus, il vit totalement reclus. Est-ce qu'il est menacé seulement par les Américains ou les Israéliens, ou est-ce que la société iranienne rêverait de le tuer, de l'assassiner ? Absolument. Donc il est bien évidemment surveillé et contrôlé par des milieux donc israéliens et américains. Certainement, il cherche à bien localiser là où il se trouve, mais également il est, comme on l'avait évoqué, détesté par la grande majorité des Iraniens, mais également, vous avez évoqué un grand souhait de la part donc des Iraniens, c'est de voir qu'effectivement, ce chef religieux chiite et corrompu et assassin, que ce soit assassiné dans les frappes américaines. Est-ce que les Iraniens savent ce que nous avons dévoilé au grand public ces derniers jours, c'est-à-dire que lui, l'ayatollah Khamenei, mais aussi ses proches et aussi les gardiens de la révolution ont détourné depuis 1979, la révolution islamique, des centaines de milliards de dollars. Est-ce que les Iraniens le savent, ça, les Iraniens qui ont du mal à boucler la fin du mois? Les Iraniens, ils savent qu'effectivement, il y a beaucoup de richesses volées par ce régime-là, par la totalité des membres de ce pouvoir-là, depuis longtemps. Et d'ailleurs, je vous informe également, les gens qui sont aujourd'hui là tués par donc Khamenei, par son régime, les propriétés de ces personnes-là, dans certains cas, ont été récupérées par le pouvoir. C'est-à-dire, en fait, la question de vol systématique, pillage systématique, et il le prononce comme une sorte donc de ghanimat. Ghanimat, c'est dans l'idéologie islam, c'est effectivement du vol religieux, et cela c'est recommandé. Et aujourd'hui, c'est la même démarche. Et qui devient propriétaire alors des biens des personnes tuées dans les manifestations Ça rentre effectivement dans le cadre d'une fondation qui est contrôlée par Khamenei lui-même, et que donc on a entendu récemment que lui il a envisagé qu'il y ait un transfert après sa mort à son fiston qui est effectivement Mojtaba Talirani. Nivine, Khamenei. Nivine, on a entendu donc Donald Trump dire Ali Khamenei a du souci à se faire. Visiblement, il s'en fait du souci parce qu'il se terre, le guide suprême iranien. Exactement. Ces apparitions publiques, elles sont devenues de plus en plus rares. Seulement 2 en à peine 1 mois. Le reste du temps, le guide suprême iranien, il se cache dans son complexe ultra sécurisé du centre de Téhéran, Beyt Arabi, une résidence officielle qu'il quitte désormais de temps en temps pour aller à une quinzaine de kilomètres de
Hezbollah dans le quartier de Lavidzan. Ce quartier, il abrite les installations militaires des gardiens de la Révolution, mais surtout, il abrite le bunker ultra fortifié du guide suprême, un bunker situé à 90 voire 100 mètres sous terre, protégé en surface par des systèmes anti-bombes, par des systèmes anti-aériens. Cet abri, en fait, il faut bien comprendre qu'il a été conçu pour que ses occupants puissent y passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le tout en toute autonomie et sous haute protection évidemment, avec un système d'air filtré, avec une alimentation électrique autonome, avec une ligne de téléphone sécurisée, mais surtout, et c'est là que c'est très intéressant, ce bunker, il est relié. Relié à quoi ? Eh bien, tout un écosystème autour avec d'autres bunkers. En fait, c'est une ville sous la ville qu'ont construit les mollahs. Écoutez à ce sujet Raphaël Jérusalemi, qui est un ancien officier du Mossad. Ces bunkers, c'est un réseau de tunnels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits fortifiés sous terre, reliés par des tunnels. Les forces spéciales qui viendront devront revenir avec des machines à découper l'acier. C'est presque une petite ville, hein. C'est pas juste un bunker ponctuel, isolé. Donc c'est quand même si avec des forces spéciales, il faut se déplacer. Voilà, tout un réseau de bunkers ultra sécurisés. Alors, quand il ne se trouve pas dans l'un d'entre eux, Ali Khamenei, il change constamment de position. Il n'utilise plus non plus de téléphone. Il ne parle que par l'intermédiaire de conseillers. Pourquoi ? Tout simplement pour ne plus être localisé par les agents du Mossad et de la CIA qui sont très présents à Téhéran. Il a d'ailleurs confié les commandes du pouvoir à ses deux fils. Il prépare la suite. Il a sélectionné tous les remplaçants pour prendre la hiérarchie militaire des gardiens de la Révolution. Il aurait même déjà sélectionné les candidats à sa succession. Pourquoi ? Parce qu'il se sait menacé. En juin dernier, les États-Unis et Israël avaient raté l'occasion de l'éliminer. S'ils veulent le faire cette fois-ci, ils en auront les moyens. Donald Trump l'a dit d'ailleurs en juin dernier. Nous savons en permanence où se trouve Ali Khamenei, ce qui veut dire que si le président américain décide de mettre ces menaces à exécution, il pourrait le faire presque aisément. Donc c'est la décision en fait. Cet homme est malade, hein, vous disiez, c'est un homme qui est malade. Gravement malade, bien évidemment, mais en même temps un dictateur malade et en même temps soif de pouvoir. Est-ce que Donald Trump contrôle tout. Il a l'ambition, parce que ça c'est important, il a l'ambition d'installer ses enfants. C'est-à-dire ses successeurs, il voudrait que ce soit un ou deux de ses fils. Voilà, c'est Mojtaba qui est effectivement désigné par lui et il voulait imposer effectivement à des grands ayatollahs qui sont dans l'assemblée des experts, si vous voulez, mais il y avait des contestations dans le milieu chiite en disant qu'effectivement son fils n'a pas le niveau, disons, d'études, etc., pour être le grand ayatollah. Et que donc, par conséquent, il est contesté en interne, mais largement la totalité de ce régime-là, que ce soit lui et ses fils sont contestés par la société iranienne elle-même. Il a 86 ans et il est atteint depuis plusieurs années d'un cancer de la prostate. C'est ça. Guillaume Lascondjarias, est-ce que vous voyez Donald Trump aller jusqu'à éliminer Khamenei ? Alors, les frappes de décapitation, il y a à la fois des avantages et beaucoup d'inconvénients. Une frappe de décapitation, en fait, c'est éliminer le chef politique, militaire ou religieux d'un pays pour littéralement le laisser remplacer par quelque chose d'autre. Sauf que l'histoire relativement récente, y compris des interventions américaines, démontre que la suppression du régime bassiste avec Saddam Hussein, que les frappes sur Kadhafi ont plutôt créé des formes de déstabilisation quand il n'y a pas finalement de succession. La deuxième étude intéressante, c'est que quand vous frappez à la tête, et là, c'est finalement quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire que si Khamenei dégage, il a déjà présélectionné ceux qui vont lui succéder. Et là, vous avez deux options. Il y a l'option positive, c'est-à-dire vous allez avoir quelqu'un qui potentiellement peut ensuite négocier. C'est le cas de ce qui se passe avec Delcy Rodriguez au Venezuela, avec lequel vous avez le régime ne change pas véritablement de nature, mais est un tout petit peu plus coulant
avec la puissance, notamment ici américaine, soit vous avez quelqu'un qui vient et qui est pire parce qu'il n'est pas connu et il n'est pas contrôlable. Et puis parce que vous avez généralement la nature ayant horreur du vide, la nécessité de remettre de la pression sur un écosystème dans lequel vous n'êtes pas considéré comme légitime et qui conduit, alors on parle généralement plus pour les groupes terroristes, à des frappes beaucoup plus fortes et notamment on peut s'imaginer vers la population. Donc ça veut dire que d'un mot, militairement, Donald Trump il en est capable de l'éliminer, il a les moyens. Mais il ne prend pas cette décision politique pour toutes les raisons que vous venez de nous donner. C'est peut-être parce qu'il ne veut pas non plus mettre les doigts dans un engrenage et dans une machine dont il ne sait pas si elle ne le conduira pas à aller beaucoup plus loin qu'il ne le souhaite. Bethsabée Salem est en Israël avec nous. C'est vrai que ce scénario de l'élimination du guide suprême à Téhéran, je ne sais pas si les Israéliens ont parfaitement localisé le bunker, a priori oui, de l'ayatollah Khamenei, mais c'est un scénario qui conviendrait parfaitement aujourd'hui aux autorités israéliennes, j'imagine, Bethsabée. C'est vrai qu'Israël voudrait bien voir Khamenei dans sa tombe. Ce serait une revanche très symbolique pour les Israéliens. L'année dernière, d'ailleurs en 2025, Benjamin Netanyahou, pendant la guerre des 12 jours, avait affirmé que tuer Khamenei mettrait fin au conflit. On rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, ce sont les États-Unis qui avaient empêché Israël de passer à l'action, en l'occurrence Donald Trump. Les déclarations aujourd'hui du pouvoir israélien, elles sont différentes. Il y a quelques semaines, Benjamin Netanyahou déclarait, peut-être sous l'influence une fois encore des États-Unis, qu'il fallait au contraire aider les Iraniens à renverser le régime. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, imaginez par exemple des frappes très violentes, très agressives de la part des États-Unis et ou d'Israël. Et dans ce chaos en Iran, eh bien, il y aurait des personnalités au sein du régime iranien qui auraient été repérées, j'ai presque envie de dire recrutées par exemple Israël et qui seraient prêtes à prendre la relève. Eh bien, ça, c'est un scénario qui a été suggéré il y a quelques jours par un expert très au courant en général de l'actualité militaire ici. Merci beaucoup Bethsabée en direct de Tel Aviv. Pas anodin ces nouvelles menaces de Donald Trump directement dirigées vers le guide suprême iranien, alors que les pourparlers entre Iraniens et Américains, eh bien, ça se passe demain. Oui, alors, vous avez vu, hier, en fin d'après-midi, on avait l'impression que les négociations avaient totalement capoté et qu'il allait rien se passer demain. Finalement, le rendez-vous semble maintenu, je suis assez prudent, mais demain matin, à 10h, à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman, entre les Américains et les Iraniens. Du côté américain, ce serait, encore une fois, je suis au conditionnel, Witkoff et Kushner, qui sont les négociateurs en chef de Trump. Côté iranien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Maintenant, de quoi on va parler ? Oui, alors là, il y a bagarre, parce que les Américains voudraient qu'on parle de tout, la répression contre les Iraniens, les vecteurs balistiques, le nucléaire, etc. Et les Iraniens disent non, on parle que du nucléaire. Voilà, alors, il y a vraiment quelques instants, nos confrères d'Al Jazeera affirment avoir récupéré le cadre de l'accord de discussion qu'il y aura demain via notamment les Qataris, les Turcs et les Égyptiens qui ont travaillé. Alors, qu'ont-ils récupéré ? Qu'est-ce que ça dit ? Alors, a priori, demain, Américains et Iraniens parlent d'abord, évidemment, de l'uranium enrichi. Téhéran devrait s'engager à arrêter l'enrichissement d'uranium pendant une durée de 3 ans. C'est en tout cas le début de la discussion. Je vois que vous levez un peu les yeux au ciel. On peut douter de la volonté de Téhéran de renoncer à ça. Mais premier point. Deuxièmement, le stock d'uranium enrichi, vous savez, les fameux 400 kilos, 408 kilos dont on parle depuis quelques jours, transférés vers un pays tiers. On sait que Moscou, Moscou est un peu dans le coup. Troisième point, l'Iran accepte de ne pas transférer d'armes ni de technologies à ses alliés régionaux non étatiques. Comprenez les proxys. Les proxys, oui. Hezbollah, outils du Yémen, Hamas, etc. Ça aussi, ce serait quand même une renonciation assez forte des Iraniens. L'Iran s'engagerait à ne pas utiliser de missiles balistiques. Là aussi, ça paraît très compliqué pour le régime des ayatollahs de renoncer à leur force de frappe. C'est un peu leur assurance vie. C'est-à-dire que si vous dites on renonce aux missiles balistiques, vous êtes dévêtus. Dernier point, Iran et États-Unis concluraient un pacte de non-agression. Voilà. En gros, il se ferait harakiri, quoi. Voilà. En gros, je vois pas dans quel état d'esprit arriveraient les Iraniens avec tout ça sur la table. Ça, non.
Non. Didier déjà dit, oui. Si, il y a des si, bien évidemment. Ouais. Ils peuvent, en réalité, ça reste comme n'importe quelle négociation, une posture de départ. Il y a des éléments sur lesquels ils peuvent très facilement dire oui, même si c'est un oui mais. D'abord, la question du transfert, par exemple, à une puissance tiers, mais qui est un ami de ce stock d'uranium, alors 408 kilos, on ne sait pas véritablement en plus, vers la Russie. Vaut mieux que ce soit vers la Russie que vers la Turquie, vers l'Arabie Saoudite ou vers les Américains, quoi. Donc déjà, d'une part, il y a des formes de négociation. La deuxième, c'est mieux, pardonnez-moi. Parce que, étant pour l'instant aligné dans une forme d'alignement régional entre la Russie, on a vu les liens notamment qui nous unissent par des exercices militaires, par des formes d'alliance, et avec la Chine. Pour l'instant, ça, c'est pas censé être diminué. La Russie était aussi un des éléments principaux acteurs lors du JCPOA de 2015. Mais ça vous rassure que ce soit vers la Russie? Non, ça me rassure pas. Ouais, c'est ça, mais ça peut. Vous sentez un peu décontracté là-dessus et moi je le suis pas trop, par exemple. Vous voyez, mais la Russie pour l'instant, d'un point de vue nucléaire, est extrêmement prudente. D'accord. C'est un mal circonscrit. En fait, c'est un mal qu'on connaît. C'est-à-dire que. Hélas, c'est un mal qu'on connaît. Voilà. C'est-à-dire, on est capable de le contrôler, même si on arrive en même temps pendant la fin du traité New Start. Mais alors, c'est autre chose. La théorie de Didier, c'est que c'est existentiel pour les Iraniens aujourd'hui, pour la République islamique d'Iran, pour l'ayatollah Khamenei, c'est existentiel ce nucléaire. Vous avez peine à imaginer qu'il y renonce, parce que à chaque fois que le pays dégage de l'argent, vraiment le nucléaire, c'est quelque chose qui n'est jamais sacrifié. Toujours on flèche vers le nucléaire, toujours, et l'armée. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser une petite chose. Oui. La situation iranienne n'est pas du tout comparable à celle d'Irak ou Libye, etc., etc. Il faut bien connaître la situation iranienne. Et dans la situation iranienne aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un vide. Il y a beaucoup de personnalités qui sont en prison. Il y a beaucoup d'élites qui est également dans le pays. Mais également, il y a eu aussi l'émergence et effectivement de Reza Pahlavi comme une certaine alternative. Oui, là, vous parlez de l'alternative. Voilà. À l'ayatollah, si jamais il y avait une transition démocratique, etc. On en est loin. Les Américains, peut-être qu'ils ont envisagé d'autres hypothèses en passant par, disons, une partie donc des Passaran, etc. Bon, très bien. On referme cette parenthèse, on a compris. Maintenant, est-ce qu'il faut croire les Iraniens quand ils disent on est d'accord pour 3 ans, 4 ans de moratoire sur le nucléaire militaire? Vous savez, la vérité fondamentale. Le régime iranien, il est toujours en train de tricher, de tromper l'Occident. Au moment où il était dans le cadre d'un traité, il a continué d'une manière secrète, effectivement, ses activités nucléaires, mais également, il y a 2 sites qui a été construit. Et d'ailleurs, le président américain a dit également dans sa déclaration là, restante, au moment où on parlait, etc., eh bien, les Iraniens, enfin, le régime iranien a travaillé pour, effectivement, un autre site. Oui, mais c'est comme ça qu'ils sont respectés dans la région. Attendez. Si vous enlevez le nucléaire à l'Iran, ils sont plus respectés. Mais je suis d'accord. Mais attendez, Didier, on vient d'écouter, il y a 10 minutes, là, Donald Trump, qui dit en plus, dit-il dans sa prise de parole, là, il dit en plus, on nous a dit qu'il y avait un nouveau site nucléaire d'enrichissement d'uranium secret qui est envisagé de déployer en Iran. Merci. Et absolument, ce régime-là, on ne peut pas faire confiance. Et d'ailleurs, concernant les éléments qui ont été évoqués par notre collègue, si vous voulez, ce sont que des points, disons, ce sont des hypothèses pour une discussion là, mais cela ne veut pas dire un engagement de la part effectivement du régime iranien. Bien. Et un dernier point, si vous me permettez, même si le régime signe effectivement un traité avec les points évoqués, je vais jusqu'au bout là. En même temps qu'il est en train de signer, avec ses pieds, il est en train de nier. C'est-à-dire, ce régime-là, il est toujours dans l'hypocrisie et dans la dissimulation, c'est-à-dire taria. Merci. La taquilla. La fameuse taquilla. Isabelle, je voulais vous montrer ces images qui, moi, m'ont bouleversé. C'est rien, ce sont juste des étudiants
sur le campus de Shiraz. Voilà. Ce sont des étudiants en médecine en fait qui ont entamé une grève. Ouais. Mais ça se passe ici à Shiraz. Vous allez voir les images. Un courage dingue. Parce à Téhéran, après... à Karaj, à Tabriz, à Ispahan, c'est la même chose. Il y a des mouvements étudiants qui ont recommencé en Iran. Regardez. Donc là, on a une jeunesse qui s'est fait, j'allais dire réprimer n'est pas le bon mot. Massacré. Qui s'est fait massacrer le 8 et 9 janvier, avec un projet, je le dis, je le répéterai toujours, qui a été pensé, anticipé. On a nassé des endroits pour les piéger, pour les mitrailler plus facilement. Enfin, on a fait une saignée démographique de quelques dizaines de milliers de personnes, mais une saignée démographique quand même dans ce pays pour arrêter les manifestations. Et là, ça reprend. Quel courage ils ont. Parce que là, il y a des agents qui notent les noms, qui savent qui ils sont dans l'université. Et si ça se durcit davantage, ces étudiants seront peut-être tués. Quel courage. Écoutez, c'est pour ça que moi, c'est la question au fond que j'avais envie de poser à Didier Djadi, parce que je vous entends à chaque fois, on fait ces émissions ensemble. Comment vous pouvez encore croire aux rodomontades de Trump, en fait? Moi, j'espère que vous avez raison. Hein. J'espère qu'effectivement, il va viser Khamenei. J'espère qu'il va intervenir. Parce que, quel que soit ce qu'on pense de Trump, au fond, on ne peut pas laisser cette population comme ça. Mais vous y croyez encore aux rodomontades de Trump, après qu'il ait lâché les jeunes en leur disant « Allez-y, vraiment, on arrive ». Enfin, je veux dire, il vous a lâché depuis le début, en fait. Pardonnez-moi, c'est vrai que dans la pratique, jusqu'à maintenant, il a lâché. Mais en même temps, les Iraniens, ils ont un espoir. Parce qu'avec les mains nues, on ne peut pas véritablement abattre cette machine, effectivement, d'assassinat permanent. Vous croyez en lui ? Alors, donc, il y a également une hypothèse à partir de l'analyse qu'on fait. Moi, malgré tous ces changements de position, je crois encore la chose suivante, le régime islamiste, il va pas céder sur les questions fondamentales que les Américains ils cherchent. D'où une certaine obligation pour des Américains et des Israéliens d'attaquer effectivement leur cible qui est le régime. Et cela peut provoquer une certaine paralysie, disons, dans l'appareil d'État, ce qui favoriserait également un certain développement, disons, de la lutte en Iran. Il y a une autre image qu'on voulait vous montrer avec Magali. Cette image est absolument déconcertante. On l'a coupée. Elle a été vérifiée par notre service juridique d'LCI. On fait toujours attention dans les images qu'on reçoit maintenant avec l'intelligence artificielle. C'est une véritable image qui a été vérifiée par nos équipes. Regardez-la, voilà. Alors cette image, elle est dingue. Voilà, ça c'est lors des manifestations du 8 et du 9 janvier dernier. C'est des protestataires, sans doute des étudiants, des jeunes, voilà. Et nous avons une voiture de police qui slalome entre ces jeunes, non pas pour les éviter, pour les shooter. Et on a arrêté, je peux vous dire, on a arrêté l'image au bon moment, parce qu'effectivement, elle réussit, la voiture, à shooter des manifestants et sans aucun doute à les écraser. Vous l'avez vu jusqu'à son terme, l'image, Didier Djadi ? Oui, absolument. Et donc, il y a 2 personnes qui se trouvaient devant la voiture et elles sont, ces 2 personnes-là, écrasées par la voiture. Oui, les images que l'on voit d'Iran sont absolument insoutenables. Et il y a depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, les visages et les vidéos notamment des jeunes avec leur vie. Comme il y a eu dans des drames récents, je ne vais pas comparer, mais enfin quand il y a un accident, un incendie ou autre, on a sur les réseaux sociaux progressivement l'humanité des victimes, parce qu'il y a des chiffres comme ça, 20 000, 30 000. Moi j'ai regardé un architecte qui avait 23 ans, qui faisait ses études, qui faisait la fête avec ses amis, qui se prenait en vidéo, et tout d'un coup vous prenez en pleine figure la vie de ce garçon qui, en plus, l'Iran, enfin, je parle sous votre contrôle, mais c'est une population qui fait beaucoup d'études. Il y a beaucoup d'étudiants. C'est un pays développé, même si aujourd'hui on vit très très mal. Et donc sont égrenées comme ça les vies de ces étudiantes, et ces images-là. On peut pas comparer, mais en Russie, qui est une dictature, Poutine n'envoie pas comme ça des véhicules écraser les manifestants. Exact. On voit pas
c'est vraiment spécifique l'Iran. C'est pour ça que, et j'en parle souvent, lorsque j'avais discuté avec un jeune Français d'origine iranienne, il y a 3 ans, il m'avait dit « Le régime ne tombera jamais. Ce sont des sanguinaires. Et il faut avoir un courage, enfin, il faut être suicidaire, kamikaze pour dire « J'y vais et au bout, il y a la mort. » Je serai un martyr pour faire tomber ce régime parce que vous savez que vous allez être soit blessé, soit tué, soit recherché par les gardiens de la Révolution. Grégory Phillips, dans votre vie de reporter, vous l'avez déjà rencontré, cette jeunesse iranienne, par le passé ? Oui, je suis allé en Iran à nombreuses reprises, jusqu'en 2009, la réélection d'Ahmadinejad, qui s'était aussi soldée par une très forte répression, et à partir de ce moment-là, en tant que reporter, j'ai plus de visa. D'abord, un mot sur la jeunesse, vous avez totalement raison. Quand vous êtes en Iran pour la première fois, vous êtes absolument fasciné par la culture de cette société, évidemment, la Perse, mais les jeunes d'aujourd'hui, très éduqués, le niveau en mathématiques, en philosophie, en littérature, jeunes hommes et jeunes femmes. On est dans un pays les mieux éduqués de la région, avec des gens très diplômés. Il y a des mathématiciens absolument incroyables. Donc vous êtes totalement fasciné par l'intelligence de cette société iranienne. Je parle bien de la société iranienne, et évidemment par la violence qui s'abat notamment sur cette jeunesse. Et je vous coupe une seconde, et la tolérance pour les voisins. Par exemple, vis-à-vis de la population israélienne, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas dans la jeunesse iranienne et chez les Iraniens une volonté, contrairement aux mollahs, de détruire Israël. C'est pas le cas du tout. Ouais. Bon, on aura l'occasion évidemment d'y revenir parce que c'est une des images qui nous sont parvenues alors qu'il y avait un blocus d'Internet pendant ces fameuses soirées du 8 et 9. Et donc celle-ci est parvenue jusqu'à nous pour prouver qu'effectivement ce régime est en train de tuer sa population. Et malheureusement, il y aura d'autres images encore. Oui. C'est un flot ininterrompu. Allez, on enchaîne avec un autre sujet qu'on voulait partager avec vous. On pourrait l'intituler « Quand nos voisins sont des espions ». En fait, ça se passe en Gironde. Il y avait une mystérieuse antenne qui a été retrouvée dans un jardin et elle perturbait tout le réseau Internet du quartier. Football, cette antenne... Sinon, c'était encore là. Oui. Heureusement que ça a été signalé. En fait, cette antenne, elle servait à capter des informations sensibles et derrière se cachaient, visiblement, 4 espions chinois. L'histoire nous est racontée par Benoît Cristal. C'est ici que les 4 suspects ont vécu durant plusieurs jours. Une villa luxueuse a loué 700 € les 3 nuits. La parabole était dissimulée au fond du jardin, loin des regards. Et juste derrière, ce voisin n'a rien vu de leur installation très spéciale. Cette parabole, elle était mise en contrebas le plus loin possible de cette rue, dans le jardin de la maison de location, au plus bas du jardin. 3 suspects ont été interpellés samedi matin très tôt. Le 4e s'est présenté aux voisins le lendemain. Une de ces personnes typées asiatiques, qui parlait très bien français d'ailleurs, est venu sonner chez nous. Il était à la recherche visiblement de ses compagnons. Le maire de cette commune de 3000 habitants se dit pris de court par les événements. J'étais le premier surpris quand les journalistes m'ont annoncé ça. Ça nous dépasse tous. Après 4 jours de garde à vue dans les bureaux du contre-espionnage français, 2 des suspects ont été mis en examen pour espionnage et placés en détention provisoire. Ils se présentent comme des ingénieurs en communication. Leur avocat nie en bloc, l'affaire remonte jusqu'au gouvernement chinois. La Chine s'oppose aux campagnes de calomnie et de diffamation contre elle. Elle exige le respect des droits de ses ressortissants. Reste que la parabole saisie, semblable à celle-ci, est imposante, 2 mètres de diamètre. Les enquêteurs affirment que chacun des suspects avait son rôle. Fourniture de matériel, branchement, captation et transmission des signaux. Dans la région se trouvent 2 bases aériennes de l'armée française, ainsi qu'un régiment de matériel. Selon le ministère public, la parabole permettait de capter des échanges militaires ainsi que des données d'un réseau satellite grand public. Les ordinateurs saisis sont en cours d'analyse pour savoir quelles informations ont été volées. C'est absolument bluffant. Quand j'ai découvert cette histoire, je me disais c'est une histoire de corne-cul parce qu'il y avait un côté le petit pavillon en Gironde, les voisins qui disent il y a Internet qui passe plus. Donc ça commence par un truc pittoresque, on dirait une mauvaise comédie de 20h30 le soir. Et en fait, ça a l'air d'être une sérieuse et vraie histoire d'espionnage. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est incroyable, mais c'est pas. Je parle sous votre contrôle, mais c'est pas la première fois parce que ça fait quand même là des années que sont mis au jour un vrai
système d'espionnage en France de la part des Chinois et même de répression transnationale. C'est-à-dire qu'on a appris récemment qu'il y avait comme des commissariats en fait chinois sur notre territoire où ils sont là, ils font pression sur les ressortissants ouïghours, chinois, enfin d'origine ouïghour, etc. Ils enlèvent des gens chez nous. Enfin, on est dans un truc de dépossession de la souveraineté nationale de la part des Chinois. Et Antoine Isambard est avec nous. Antoine Isambard, il est journaliste, il est co-auteur d'un livre qui s'intitule « Les espions du président ». De quel président parle-t-il d'ailleurs ? D'Emmanuel Macron, oui. Là, on va parler, on va parler, Antoine, des espions d'un autre président, Xi Jinping. Alors c'est fou, donc pardon pour la banalité de ma question, mais il y a en ce moment un peu partout en Europe, j'imagine. Pourquoi aurait-il ciblé spécifiquement les bases près de Bordeaux? Il y a des espions chinois, j'imagine, qui regardent un peu partout en Allemagne, en Italie, ce qui se passe sur le plan militaire. Oui, ça c'est pas nouveau. On voit effectivement que au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, on a eu également un type d'espionnage similaire dans la région toulousaine il y a 2 ans. Où, pareil, dans un pavillon, une ressortissante chinoise avait installé une antenne satellite qui faisait 7 mètres, donc encore plus grande que celle découverte en Gironde. 7 mètres et qui était ciblée en fait sur les communications satellites français. Et donc là, en fait, il y a comme en Gironde ou à Toulouse, il y a deux intérêts. C'est à la fois pour la Chine d'espionner et de voir en fait quelles informations sont communiquées dans nos satellites. Et il y a également un intérêt d'espionnage économique et industriel, puisque la Chine aujourd'hui est une puissance qui est de plus en plus active et qui déploie des capacités satellitaires extrêmement importantes. Et donc elle peut également vouloir voir quelles technologies sont déployées par ses compétiteurs. Donc voilà, c'est un phénomène qu'on voit effectivement beaucoup plus. Ce qui est intéressant, marrant et étonnant, Antoine, c'est que, on prend toujours ces histoires d'espions avec le sourire, parce que ça nous fait marrer, ça fait James Bond, mais je suis pas certain qu'au fond des choses, ce soit marrant. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la relative impunité, quoi. Bon, il y a un pavillon, il y a un petit jardin. Dans le petit jardin du pavillon, on met une parabole de 2 mètres, dirigée vers le ciel, et puis on grille les communications par Internet, on les grille dans tout le village, et puis on se fait avoir, et puis derrière les autorités chinoises disent écoutez, vraiment c'est pas bien, arrêtez de nous soupçonner tout le temps, vraiment c'est pas sympa, et voilà, comme une lettre à la poste, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a longtemps eu une impunité et la difficulté dans ces affaires-là, en fait, est de documenter non pas la collecte de renseignements, mais la transmission à une puissance étrangère, et c'est ce qui permet en fait de condamner pour espionnage. Donc c'est des procédures assez compliquées. On a eu en 2020 2 anciens agents de la DGSE qui ont été condamnés à 8 et 12 ans de prison pour avoir fourni à la Chine des informations confidentielles. On a eu également la Chine qui a espionné le groupe aéronautique Safran dans les années 2010. Il y avait eu un procès aux États-Unis et en France. Et là, disons qu'aujourd'hui, en tout cas, le fait que la justice, c'est des faits qui visiblement sont déroulés ce week-end, ils ont été interpellés extrêmement rapidement. La justice a l'air assez sûr de son coup pour communiquer de la sorte. Et la peine encourue, c'est quand même 15 ans de prison. Donc, on va voir s'ils vont au bout de la démarche. Mais en tout cas, l'impunité, là, si vraiment ils sont confondus et que tous les éléments sont accablants, ils peuvent rester 15 ans en prison. Oui, alors, déjà, c'est un très beau succès de la police. Il faut féliciter. C'est la DGSI. Oui, DGSI et effectivement les services qui ont réussi à interpeller ces individus. Mais deuxièmement, est-ce que c'est pas vu pas pris dans ces domaines? C'est pas vu pas pris parce que on a souvent oui, mais là c'est vu. Oui, mais vu et pris. Oui, mais vu et pris. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là, et nous on le sait pas les citoyens, mais après un dialogue courtois avec les autorités en disant bon là vous avez eu des pieds nickelés, ils auraient pas dû mettre la parabole derrière le sapin, on l'a vu, ils se sont fait prendre, mais bon ceux-là on va vous les rendre, ils sont très mauvais, tout comme ceux que vous aviez repérés, je sais pas dans quelle région d'ailleurs, est-ce qu'on a beaucoup d'espions en Chine? Moi j'aimerais le savoir, mais on ne le saura pas. Et voilà, est-ce que c'est pas un peu derrière
il y a de la prison. Est-ce qu'ils vont vraiment faire de la prison? Les intérêts sont tels que... Non. Antoine Isambard. Antoine. Non, mais vous avez raison sur le fait que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale et nous on est une puissance moyenne et donc on a une attitude qui est aussi en adéquation avec ça. Et par rapport au nombre d'espions, le problème c'est que le plus gros service de renseignement chinois, c'est entre 150 000 et 200 000 agents, et la DGSI est donc chargée de préserver la France de cet espionnage-là, c'est 4 500 agents. Donc vous avez aussi un problème de volume et de moyens, et ça c'est la principale difficulté. Et la Chine s'appuie également beaucoup sur la diaspora. Vous parliez tout à l'heure de répression transnationale, comment ils s'attaquent aux dissidents ouïghours. En fait, le problème, c'est que c'est pas tant des agents de métier chinois qui vont être à la manœuvre, mais ils vont activer des membres de la diaspora. Alors, ça peut être à Aubervilliers ou ailleurs, et qui vont, demander à certaines personnes de quitter le pays ou faire pression sur eux et sur leur famille. Ça, c'est compliqué. Et de la même manière que sur le réseau étudiant chinois en France, aujourd'hui, c'est entre 25 000 et 30 000. On a eu des affaires par le passé, il y en a encore aujourd'hui, d'espionnage à la photocopieuse dans les universités par ce réseau étudiant-là. Et donc voilà, pour nos services français, vous devez à la fois surveiller, on va dire, 30 000 étudiants chinois en France. La diaspora chinoise en France, c'est à peu près un peu plus de 100 000 personnes. Et vous avez aussi, on va dire, à l'extérieur, tous les services chinois. Ouais. Ou dans les facs à Lorient et à Brest. C'est marrant, c'est marrant, Antoine. Moi, j'ai un copain, un de mes copains, qui s'appelle Xavier. Je ne dirai rien de plus sur Xavier. C'est un ancien journaliste, qui n'est pas quelqu'un de connu, et qui dirige une école en Île-de-France. Une belle école. Voilà. Et dans cette école, il y a des étudiants du monde entier. Et il est tombé un jour sur un étudiant chinois. Il avait fait sa rentrée scolaire. Et au bout d'1 ou 2 mois, ils se sont rendus compte que tous les diplômes, etc., étaient faux. Le CV était faux. Il l'a convoqué et l'étudiant chinois qui était jeune, qui avait 22, 23 ans, lui a clairement dit au bout d'un moment, est-ce que vous avez les moyens, si vous me renvoyez, de vous fâcher avec l'ambassade de Chine à Paris? Et mon copain qui dirigeait cette école n'a pas accepté le chantage et l'a quand même dégagé. Mais c'était donc un espion qui a fait l'aveu du fait qu'il était... C'est en fait une politique qui a été mise en place depuis quelques années, ce qu'on appelle les loups guerriers, dont l'un des premiers représentants était l'ancien ambassadeur de Chine en France, Lu Shai, qui d'ailleurs s'est fait une double spécialité. D'abord, pendant le Covid, d'agir comme un agent de désinformation, alors que, effectivement, on rappelle que quand même c'est parti d'un endroit qui est la Chine. Oui. Et le deuxième, c'était d'utiliser et de frapper au portefeuille et de terroriser les collègues universitaires, notamment, alors j'en citerai au moins 2, il y a Antoine Bondaz et Valérie Niquet, qui sont quand même 2 grands spécialistes, qui ont été poursuivis pour diffamation. Et pour un universitaire, c'est la pire des accusations. C'est-à-dire, on les accuse de problèmes. Et derrière, s'il n'y avait pas eu des formes de protection fonctionnelle, etc., vous avez quand même des universitaires qui sont privés de travailler parce que on les inquiète sur une poursuite au pénal qui peut être extrêmement lourde, dont finalement l'ambassade de Chine se moque du résultat. Ils savent très bien. Mais c'est sûr qu'ils faisaient des tweets anti-France en permanence. Exactement. On se souvient. Ils se moquent de perdre, parce qu'en fait, ça va leur coûter quelques centaines ou quelques milliers d'euros. C'est pas le problème. Mais pour un universitaire qui est interdit de travailler, c'est une pression et une charge mentale qui en fait nous brime. Et nous, en fait, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rajouter. Et Antoine Isambard, est-ce qu'on peut dire que l'espionnage chinois en France est massif? Oui, enfin, on voit que pas seulement en France, il l'est aux États-Unis aussi. Il y a quelques années, le patron du FBI américain avait dit que, je crois que c'était toutes les 10 ou 12 heures, en fait, un espion chinois était inculpé aux États-Unis. Donc, ça montrait qu'il y avait quand même une activité importante. Et donc voilà, on a vu ces derniers mois que, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y avait les espions chinois étaient actifs et avaient recruté des sources, notamment dans des niveaux politiques, et notamment du côté des extrêmes, des eurodéputés ou des députés locaux. Et donc voilà, il y a toute une gamme. Longtemps, en fait, l'espionnage chinois a inquiété au niveau économique, où on pensait que c'était uniquement la priorité chinoise de monter en puissance au niveau économique et industriel, et donc elle ciblait uniquement ces secteurs-là. Aujourd'hui, on se rend compte que le militaire, que le politique sont également ciblés.
Et voilà, encore une fois, en France, on a eu pas mal d'affaires ces dernières années. Et on a eu même en décembre un mathématicien bordelais qui a été mis en examen pour intelligence avec la Chine, et il est soupçonné d'avoir transmis des données confidentielles de recherche à des combien on leur organismes donne chinois. Ils touchent combien à chaque fois? On ne sait pas. C'est des sommes que les Chinois ou que les étrangers donnent de 20 000 euros ou de 200 000 euros? Enfin, c'est de quelle nature? Ce qu'on sait ça a été documenté en procès, mais les deux espions de la DGSE avaient touché chacun environ 200 000 euros chacun sur une dizaine d'années de trahison. Et donc voilà, c'est évidemment en milliers d'euros. Le procédé classique qu'utilisent les Chinois est souvent d'inviter en Chine des chercheurs, des anciens diplomates. Ils vont leur payer un hôtel de luxe, ils vont bien les soigner, et après se met en place effectivement. Incroyable. Je dirais que la trahison est le prix possible. Merci Antoine Isambard, on vous remercie beaucoup. Vous avez été très précis. Une adresse à retenir. Une adresse à retenir. On rappelle le titre de votre livre, Les espions du président. Dans quelle maison d'édition? Albin Michel. Albin Michel, très bonne maison d'édition. Merci Antoine Isambard. Vraiment une adresse à retenir. Bon, le prix de la trahison, on l'a compris, c'est 200 000 euros à peu près. Oui, un séjour à Pékin. Un séjour à Pékin. Vous êtes bien traité. Dites sérieusement, nos populations, nous, de journalistes, et vous en particulier, journalistes sur le plan international, vous voyagez, etc. C'est une population qui doit être souvent approchée par. C'est vrai. Grégory Phillips, on va en parler. Vous travaillez pour qui? Dis-le. Allez, on va le torturer. À vous, salaud. À vous. La petite carte de visite dans l'avion. Rappelez-moi. Non, mais alors, rappelez-moi. Pour parler sérieusement 2 minutes, et je ne répondrai pas à vos accusations. Non, vous avez maintenant une population sensible, des formations qui sont dispensées, notamment aux reporters qui vont dans les terrains sensibles, pour vous apprendre à protéger votre téléphone, protéger vos données informatiques. Quand vous avez des papiers ou des documents importants dans votre ordinateur, à les mettre sur un cloud très protégé pour être sûr qu'aucune puissance ne puisse s'en emparer. Alors, soit à la faveur d'un passage dans un aéroport, soit parce que vous êtes contrôlé, j'en sais rien, dans un commissariat. Donc, depuis quelques années, c'est quelque chose que les reporters internationaux sont obligés de prendre en compte, évidemment. C'est ce qu'on appelle le DIME, en fait. C'est-à-dire que les modalités de recrutement d'un espion ou finalement de quelqu'un qui va être mis sous pression, ça fonctionne toujours sur ce qu'on appelle les principes à la fois d'intérêt, le M de monnaie, le E pour la réputation. C'est-à-dire, en fait, on joue sur des ressorts psychologiques et les Russes et les Chinois sont extrêmement forts. Et chaque année, vous avez ce genre d'explication. Et puis des affaires d'espionnage, il y en a. Là, on est en train d'accuser les Chinois, mais en fait, toutes les grandes puissances jouent avec ce jeu-là. C'est finalement. Est-ce qu'on est une grande puissance, nous, les Français, en matière d'espionnage? Oui, on est parmi les meilleurs au monde. D'accord. Isabelle, on va tourner ce chapitre qui était assez pittoresque, mais c'est encore une fois une affaire très sérieuse. Et je vais vous poser une question parce que c'est le chapitre suivant maintenant. Human Rights Watch nous dit que cette grande ONG, que les États-Unis sont en train de vivre une vraie dérive autoritaire. Il y a Trump, mais il y a la démocratie américaine. Est-ce que vous pensez, vous, que la démocratie américaine, que les États-Unis d'Amérique, dont on va fêter les 250 ans dans quelques mois, sont en train de vivre une dérive antidémocratique autoritaire? Quel est votre avis à vous? Écoutez, quand on a le président américain qui dit que est-ce qu'on est vraiment obligé de faire les élections de midterms, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les faire? Oui, je pense qu'on a quand même un vrai problème. Quand il envoie ses troupes ICE, effectivement, dans le Minnesota, et qu'il leur donne une quasi toute puissance, oui, on a un vrai problème, oui. Oui, je pense que, je m'interroge, qu'on s'interroge. Votre étonnement m'étonne, j'ai envie de vous dire. Il y en a un autre qui s'interroge, c'est Philippe Bolopion. Bonjour, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Human Rights Watch, où vous surveillez effectivement le recul ou l'avancée des droits humains un peu partout dans le monde, et vous vous intéressez au cas des États-Unis. Vous avez accordé une grande interview dans Le Monde, et votre interview nous a interpellés parce que vous parlez du recul de la démocratie aux États-Unis, et vous dites entre autres ceci: la démocratie ne meurt jamais avec grand fracas, mais à petit feu, en raison d'un grand nombre de décisions qui l'affaiblissent petit à petit jusqu'à un point de non-retour. Est-ce que l'Amérique de Trump, c'est ça? C'est l'Amérique où la démocratie est en train de mourir à petit feu?
Bon, d'abord, je dirais qu'il y a rien d'inexorable dans cette spirale, mais il faut reconnaître qu'en l'espace d'un an, la qualité de la démocratie américaine s'est détériorée de manière assez incroyable. Certainement, moi qui vis dans ce pays depuis 25 ans, je m'attendais jamais à une telle dérive. On voit qu'en l'espace d'un an, le président Trump s'est attaqué un peu à tous les contre-pouvoirs et tous à la fois. Il s'est attaqué à l'indépendance de la presse, l'indépendance de la justice, des juges. Il essaye de miner la confiance dans les élections démocratiques, ce qui, dans une démocratie, est particulièrement corrosif. Il s'est attaqué aux grandes universités, aux grandes entreprises, aux cabinets d'avocats, à ses opposants politiques. Donc on sent qu'il y a un projet qui est assez illibéral et qui est destiné à d'une certaine manière empêcher toute voix de s'élever pour critiquer cette administration, y compris d'ailleurs dans la société civile, dans les grandes fondations et les organisations comme la nôtre. Alors Philippe Bolopion, intéressant, est-ce qu'il ne faut pas séparer Donald Trump et ses outrances et ses décisions même institutionnelles et des États-Unis d'Amérique et de ses institutions justement, car au fond on se rend compte notamment dans le Minnesota que l'Amérique démocratique a bien fonctionné. Elle a fait reculer Trump, qui a retiré un certain nombre de policiers de ICE. Bref, ça a bien fonctionné. Au fond, peut-être même qu'il a bien éprouvé un dispositif démocratique bien huilé. Il y a eu des populistes, je pense, à Berlusconi en Italie. Bon, ils sont venus, ils ont nappé l'Italie de leur espèce d'outrance, c'est vrai. Mais au fond, ils n'ont pas changé les institutions italiennes. Ils les ont corrompus quand même. Ils ont corrompu. Là, il y a de la corruption aussi, en fait. Philippe, oui, je dirais il est effectivement trop tôt pour annoncer la mort de la démocratie américaine. C'est pas du tout mon propos, mais je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur le danger qui pour nous est vraiment présent, réel, et à quel point la qualité de la démocratie américaine s'est déjà détérioré. Si vous regardez à tous les grands indicateurs, c'est pas uniquement ce qu'il fait dans le discours, et c'est vrai que parfois ponctuellement il peut reculer, mais l'Amérique est aujourd'hui moins libre qu'elle ne l'était il y a un an. Alors c'est vrai que c'est une vieille démocratie avec des institutions qui sont résilientes. Il y a beaucoup des combats les plus importants pour préserver la démocratie américaine qui sont en train de se jouer dans les tribunaux. Mais on est obligé de prendre le président Trump au sérieux quand il dit qu'il a gagné les dernières élections alors qu'il les avait perdues, quand il dit à haute voix que peut-être le parti républicain devrait nationaliser les élections dans plusieurs États. C'est ce bouleversement des normes, de ce qui est acceptable dans le discours politique, ça aussi c'est extrêmement corrosif pour la diplomatie américaine. Et je dirais ce qui fait à l'intérieur du pays se voit aussi en miroir sur son rôle dans la scène internationale. Il dégrade la démocratie aux États-Unis, mais aussi dans le système international, il s'attaque vraiment aux bases d'un système fondé sur le droit, d'un système que les États-Unis ont aidé à ériger depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était destiné à avoir un monde qui est dominé par le droit, par des règles, par des normes, des conventions, et aujourd'hui, il s'attaque à cet écosystème tout entier. Alors juste parce que vous dites, dans cette Amérique-là, on se sent moins libre. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez moins libre ? On a eu des témoignages de personnes qui nous disent « Maintenant, je fais attention dans mes groupes WhatsApp, donc aux États-Unis, de ne pas critiquer l'administration Trump. » Et puis, c'était des conversations avec des Européens qui lui disaient « Mais attends, on fait ça sous Poutine ou on fait ça en Chine ?» Elle dit « Non, ne rigolez pas, arrêtez de m'envoyer des blagues sur Trump sur les groupes WhatsApp. » Est-ce que votre témoignage est précieux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez éprouvé, par exemple? Est-ce que vous faites attention, par exemple, à ce qu'il y a dans vos réseaux sociaux ou votre téléphone? Écoutez, étant donné mon rôle, c'est mon travail de critiquer l'administration Trump quand elle viole les droits de l'homme et de le faire haut et fort. Est-ce que je dois me poser des questions sur mon habilité à travailler depuis les États-Unis ou sur les risques qui pèsent sur notre organisation?
Je dirais oui, forcément. Et ça, c'est entièrement nouveau. Mais l'administration Trump a menacé, par exemple, la fondation de George Soros, Open Society. Il a dit, il a tendance à qualifier les gens qu'il perçoit comme des ennemis politiques de terroristes domestiques. Donc, il est clair que de la même manière que son administration s'est attaquée aux universités, aux cabinets de droit, aux médias indépendants, la société civile n'est pas loin derrière, et donc on a forcément des raisons de s'inquiéter. Ce qui m'a frappé quand j'étais en Europe, j'ai parlé à beaucoup de journalistes la semaine dernière, beaucoup ne veulent même plus venir aux États-Unis parce qu'ils ont peur d'être interrogés à la frontière sur ce qu'ils ont posté sur leurs réseaux sociaux, etc. Et ça, pour moi, c'est un signe très concret du climat un peu délétère de la démocratie américaine. Parce que surtout, et parce que par ailleurs, aux frontières, rentrer aux États-Unis aujourd'hui en avion, on m'a raconté, c'est toute une affaire. Renaud Pilat. Ça, c'est très juste. Et moi, je considère qu'il y a une dérive autoritaire. Et mon critère, c'est de savoir si les citoyens ont peur. Quand vous avez peur dans votre propre pays, eh bien, ça devient un régime autoritaire. Et évidemment que les Américains ont peur. Enfin, une partie des Américains a peur. Notamment les Américains de couleur. Notamment les Américains d'origine latino-américaine. Moi, j'ai eu témoignages d'étudiants américains d'origine mexicaine, d'origine colombienne, qui sont américains. Ils sont peur d'être arrêtés dans les États du Sud parce qu'ils se disent je vais passer un sale quart d'heure avec ICE. Marco Rubio, enfin, il a fait la promotion de gens issus des immigrations. Ils sortent plus faire leurs courses, ils restent terrés chez eux. Ils ont une trouille noire en fait. Attendez, quand vous avez des... Vous faites vos Français là, vous exagérez, vous faites vos Français. Vous faites vos Français anti. Et deuxièmement, et là très sérieusement, ça devient une oligarchie avec comme en Russie des oligarques. Quand vous avez des multimilliardaires, des fortunes colossales qui se sont mises au service de Trump, qui était il y a 3 semaines à la projection privée à la Maison Blanche du dog de Melania, Tim Cook, PDG d'Apple. Qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Le tiers des effectifs du Washington Post hier soir. Renaud, juste pour rebondir sur le documentaire, le pire c'est Jeff Bezos. Oui. Le pire c'est qu'au fond, Jeff Bezos finance massivement et de façon outrancière 75 millions de dollars le documentaire pour pouvoir avoir des contrats gouvernementaux. Et qu'est-ce qu'il fait hier soir? Jeff Bezos, il a licencié le tiers des effectifs du Washington Post. Le Washington Post, il a 110 ans, ce journal. C'est le journal qui a le Watergate. C'est les plus grands reporters dans le monde entier. Hier après-midi, les reporters et les bureaux du Washington Post dans le monde entier ont reçu un mail. Vous êtes licenciés. Toute la nuit, les bureaux de Kiev, Jérusalem, partout, plus rien, tout le monde licencié. Juste Grégory, vous avez été correspondant. Et juste, je rappelle la devise du Washington Post que connaît évidemment Philippe Bolopion. Democracy dies in darkness. La démocratie meurt dans la pénombre ou dans le noir, et c'est ce qui vient de se passer avec un tiers de la rédaction. C'est un choc, hein. De ce journal emblématique et tellement symbolique du contre-pouvoir américain. Philippe Bolopion, juste une question très simple. Je pense à Sophie, une téléspectatrice qui m'a arrêté ce matin dans la rue et qui m'a dit: je vous parie, vous verrez, il n'y aura pas de midterms, d'élections intermédiaires en novembre aux États-Unis. Trump va les supprimer. Votre avis là-dessus? Y aura-t-il des midterms? Écoutez, je préfère ne pas faire de prédictions. Je pense que la démocratie américaine reste forte, que les gens vont réclamer leurs droits, et on le voit en ce moment à Minneapolis. Mais en même temps, avec cette administration, on ne peut rien écarter malheureusement. Et le simple fait que vous posiez la question, en fait, on dit très long sur où on en est aujourd'hui de la démocratie américaine. Vous parlez du Washington Post, je suis juste à côté dans les bureaux de Human Rights Watch à Washington DC, à quelques mètres. Et effectivement, ce genre d'événement lance un message très fort. Le président Trump critique le Washington Post à chaque occasion. Le comité éditorial avait déjà été changé il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est la rédaction qui est coupée d'un tiers. Jeff Bezos donc tout ce genre de choses envoie un message. Et comme vous le disiez au début, la démocratie ne meurt pas d'un seul coup, mais c'est un millier de petits événements comme ça qui signalent qu'on est sur une pente dangereuse. Et on a entendu votre inquiétude, vous qui vivez aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne. Merci à tous. Vous restez sur LCI bien évidemment, puisque vous retrouvez Marie-Aline Méli pour LCI Direct avec un programme encore une fois extrêmement chargé. Quant à nous, on se retrouve demain à midi, ou alors en attendant, vous écoutez notre podcast. Bonne idée. Sur Spotify. Bon après-midi.